Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, je suis avec Elric. Comment ça va, Elric? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Je suis aussi avec Arthur. Comment ça va, Arthur? Ça va, comme un lundi, et toi? Bah, ça va toujours, merci. Et celui qui a décidé de faire un épisode tous les 5 mois, mais ça fait toujours plaisir quand il est là, Vincent. Comment ça va, Vincent? Ah bah dès qu'on parle d'Herzog, évidemment ça ne peut que bien aller, je te remercie. Et oui, parce que notre cher Vincent vient de spoiler l'épisode, mais bon, vous l'avez aussi vu dans le titre. Cette semaine, nous allons faire un épisode un petit peu particulier, puisque ça sera ni vraiment un épisode de notre concept vidéo club, ni totalement une rétrospective de Herzog, parce que ça semble vraiment impossible tant il a fait de films. Donc on a décidé de faire une sorte un peu de mélange des deux, et de faire une mini rétrospective de tous les films de Werner Herzog avec Klaus Kinski. Et on va donc commencer par leur première collaboration ensemble, qui est Aguirre, la colère de Dieu. Alors Aguirre, de quoi ça parle? En 1560, une troupe de conquistadors espagnols descend de la montagne à la recherche de l'Eldorado, mais l'équipée s'enlise dans les marais. Une plus petite expédition est alors constituée sous la conduite de Pedro de Ursúa et de son second Lope de Aguirre, qui devra reconnaître l'aval du fleuve sur des radeaux. Alors pour tout vous dire, j'étais un peu derrière l'impulsion de cet épisode, tout simplement parce que quand j'ai vu Aguirre, j'avais à tout prix envie d'en parler. J'ai trouvé ce film absolument extraordinaire. J'y étais allé un petit peu sans trop rien en savoir, à part j'avais vu quelques films d'Herzog, mais sans plus. Et j'adore vraiment l'ambiance qui se dégage de ce film. C'est juste incroyable de voir ces types qui sont sur des radeaux pendant tout le film, soit des radeaux, soit dans des berges comme ça au bord de la jungle amazonienne. Et c'est vraiment, moi, le truc qui m'a marqué le plus, c'est vraiment l'ennui qui se dégage en fait de ce film, par notamment l'équipage de cette expédition. Ce que j'aime bien, c'est que au départ, ils sont tous là, ils sont déter, ils se disent ouais, on va trouver Eldorado, ça va être génial, on va faire un truc de fou, ça va être super, on va rentrer dans les livres d'histoire. Ils partent et en quelques secondes, mais directement, on voit qu'ils s'emmerdent et on voit qu'une expédition comme ça, en fait, t'as rien à foutre. Tu t'emmerdes, t'es sur un radeau toute la journée, t'as rien, t'as pas d'occupation, t'as que dalle. Et en fait, t'as pas ce, comme on pourrait le croire quand on est un peu biberonné aux films d'aventure, par exemple, t'as pas ce côté toujours perpétuel où c'est une aventure de tous les instants. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Enfin, je ne pense pas, j'ai jamais fait d'aventure, mais je pense que Herzog se rapproche beaucoup plus de la réalité de ce qui est réellement une expédition, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui vont d'un point A à un point B, mais factuellement le trajet est quand même terriblement chiant, où il n'y a pas grand-chose à faire. Puis bon, après le film va avoir des tas d'événements où leur expédition est un peu vaine et se dirige vers nulle part. Et donc du coup, l'équipage va commencer à perdre un petit peu confiance en cette expédition, va devenir un peu fou. Aguirre, le personnage qui est joué par Klaus Kinski, est complètement allumé, deviendra de plus en plus fou. Enfin, le film part vraiment ensuite derrière dans quelque chose qui est complètement fou, qui est complètement halluciné. Et c'est très court, c'est super. Je vais laisser mes collègues en parler, mais je pense que, je vais le dire tout de suite, c'est mon film préféré de toute leur collaboration, simplement parce que, limite, je trouve que le film n'a aucun défaut.
Après, ça peut être un petit peu particulier. Je pense qu'il faut aussi prendre conscience que l'ennui va être une expérience pendant ce film, mais c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Bah, du coup, je vais enchaîner. Pour situer un peu l'angle d'analyse que moi je vais avoir sur tous les films qu'on va discuter avec Herzog, c'est que bah, déjà pour commencer, Herzog c'est vraiment un réalisateur qui a une très grande importance pour moi, c'était très formateur dans ma cinéphilie, et donc je vais plutôt essayer de restituer vraiment qu'est-ce qui fait ses particularités en général plus que les films en eux-mêmes, parce que je pense que ça permet aussi d'avoir une espèce d'angle d'analyse, une approche de ces films, qui sont tous à la fois assez singuliers, assez à part, on a des fois un peu du mal vraiment à les appréhender, bon en l'occurrence Aguirre qui a présenté Snack et parmi les films qui vont être présentés aujourd'hui, comme par exemple Fitzcarraldo, c'est les premiers films par lesquels on commence Herzog, et donc je pense que c'est les films aussi les plus simples d'accès. Mais par exemple Nosferatu, Wojcik, Cobra Verde, c'est quand même un peu à part. Et voilà, c'est dans cet angle, c'est dans cette optique-là que je vais essayer un peu de présenter ces films, notamment avec Aguirre. Aguirre, c'est son 3e long métrage, donc vraiment Herzog est encore un tout jeune réalisateur. C'est un tout jeune réalisateur de ce qu'on appelle la nouvelle vague du cinéma allemand. Il faut quand même se dire que le cinéma allemand, après l'expressionnisme des années 20-30, il n'y a pas eu grand-chose, notamment après la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas voulu notamment se souvenir quels étaient les films qui ont été faits durant cette période-là. Et il y a eu une espèce de grand creux, les années 40, 50, 60, il n'y a rien eu. Et dans les 70, enfin fin des années 60, après la nouvelle vague française, il y a eu une espèce de redynamisme du cinéma allemand qui va notamment être pris par Fassbinder, Wim Wenders et Werner Herzog. Et parmi ces 3 comparses, Werner Herzog, lui, il a une espèce d'approche assez particulière, là qui va rejoindre les autres, c'est-à-dire une approche très réaliste, mais lui, le réalisme qui l'intéresse, c'est vraiment un réalisme sur l'âme humaine et son rapport avec la nature. Et ça se sent beaucoup avec Aguirre. Snack l'a très bien décrit. Dans Aguirre, tu as un personnage qui est totalement fou, qui a une espèce de volonté d'aller en Amazonie, mais, et c'est vraiment, je pense, la clé pour un peu comprendre quasiment tous les films d'Herzog, ils ont surtout comme thème central l'hubris humain. Alors dans toutes ses formes, que ce soit là ici dans Aguirre dans sa plus grande folie, c'est-à-dire que le personnage principal, Aguirre, c'est quand même quelqu'un qui veut quasiment devenir le roi d'Espagne à la place. Enfin, il veut prendre tout ce terrain qui est absolument nouveau avec cette colonisation. Il veut dire, bah voilà, ça va être mon royaume. Je vais rentrer à l'intérieur, je vais trouver une espèce de pyramide fantasque où il y aurait de l'or et où je serais quelqu'un d'assez impressionnant. Et au final, comme toujours, cette surprise va être confrontée par rapport à une nature beaucoup plus nettement supérieure, nettement plus dangereuse, et avec lesquelles les hommes vont se casser les dents. Et là, ici, on a vraiment, je pense, l'un de ses plus grands films, parce qu'avec Aguirre, on a l'hubris humain dans sa plus grande folie. On a vraiment une espèce de film assez étrange. On est ballotté, on n'arrive pas vraiment à savoir. On a vraiment une espèce d'ambiance très fiévreuse dans le film, où, et là, on va notamment y revenir plusieurs fois, le tournage et le film en lui-même semblent un petit peu se mélanger. C'est quelque chose vraiment qui est très prégnant avec ce film et qui va continuer ensuite tout le long de sa carrière. Les fictions d'Herzog auront toujours une impression vraiment très, très réaliste, très crue. On a vraiment l'impression de ce qui est filmé, c'est littéralement ce qui se passe devant nous. Et à l'inverse, on dira ça, je pense, un peu plus à la fin, ces documentaires, il n'hésite pas à y insérer du mensonge, pour notamment y insérer plus de romantisme, et l'amener dans les thèmes que lui, il veut aborder. Mais voilà, avec Aguirre, on a vraiment ce début du thème central d'Herzog qui est celui de l'hubris. Donc moi, Aguirre et Herzog en général, c'est pareil, c'est un cinéaste qui est arrivé très tôt dans ma cinéphilie, qui est aussi assez formateur, que ce soit ses films de fiction ou ses documentaires. Et Aguirre, je l'avais pas revu depuis un bon 4-5 ans maintenant, où je l'avais découvert sur mon ordi entre 2 heures de cours chez moi. J'avais été à l'époque, ce qui m'avait époustouflé, c'était le côté un peu transcendantal du film, avec cette musique, ces décors, notamment la scène d'introduction avec les nuages qui passent dans les montagnes comme ça. Et j'ai eu la chance il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, de le redécouvrir au ciné. Et là, ce qui m'a marqué, c'est un peu ce que disait Snack. C'est vraiment le côté ennui du film, et de suivre cette bande de conquistadors complètement paumés et à se faire chier pendant 1h30. Mais ce qu'il y a en plus de l'ennui, parce que je trouve que Herzog ne filme pas que l'ennui d'expédition, c'est que il y en a un qui se fait pas chier dedans dans le film, c'est Aguirre lui-même, qui est une espèce de fou furieux
enfin Kinski, un rôle de Kinski quoi, qui arrive quand même à embrigader tout le monde à moitié. Enfin, on voit les hommes qui sont à moitié convaincus par lui et tout, mais le fait est là que il arrive à emmener tous ces gens dans cette expédition complètement folle. Et oui, je trouve que c'est un film totalement brillant. C'est un des meilleurs de la sélection qu'on a là, enfin de la collaboration Herzog-Kinski. C'est une bonne entrée en matière pour le cinéma d'Herzog. Ça permet aussi d'explorer son rapport à la nature, comment dire, qu'on retrouve dans plusieurs films d'Herzog et beaucoup dans ses documentaires aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conflit entre ce que disait Vincent, l'hubris de l'homme et la cruauté de la nature, mais enfin, c'est pas tant une cruauté que juste la nature, elle est comme elle est et elle va pas se bouger pour l'homme. Et comment dire, si l'homme essaye de la faire bouger, bah il va s'en prendre plein la gueule. Et là, on peut le voir, comment dire, dans le film où les mecs se comportent n'importe comment en pleine nature, alors même que c'est des conquistadors, donc ils ont pas non plus des trucs en béton et tout, mais on les voit, ils coupent des arbres pour fabriquer leur barque et tout. Et surtout, un truc qui revient beaucoup dans le film, et qui revient beaucoup chez Kinski, c'est un petit détail comme ça, il passe son temps à jeter des animaux. Là, c'est des petits singes, il les prend, il les jette partout. Pareil, on les voit mettre un cheval sur une séquence assez extraordinaire sur une barque et le cheval tombe de la barque. Enfin, c'est toute une galère et du coup, ils finissent par l'abandonner sur le bord. Et du coup, ils vont s'en prendre plein la gueule. C'est-à-dire, il vont y avoir des tempêtes, un temps de mer. Et comment dire, tout le film n'est qu'une expédition vers l'inutile. Je pense qu'on reviendra sur cette expression qui est le nom d'un livre d'Herzog, Le voyage de l'inutile, je crois. Voilà, c'est ce que je trouve assez formidable dans ce film et qu'on retrouvera dans d'autres films. C'est voilà, ce côté, on suit des gens qui ne vont nulle part, qui s'ennuient sur le chemin et comment dire, qui vont juste s'en prendre plein la gueule parce qu'ils sont beaucoup trop orgueilleux et beaucoup trop vaniteux. Et voilà, c'est globalement un avis comme ça sur le film. Le tout évidemment dans une beauté formelle incroyable. Enfin, si vous avez l'occasion de le voir de bonne qualité, genre par exemple en salle, c'est vraiment une expérience folle. Et il y a vraiment quelque chose aussi, enfin même si ça m'a moins frappé qu'au premier visage, il y a quelque chose de transcendantal dans le film, notamment via la musique de Popol Vuh, je crois que c'est un groupe qui est absolument magnifique. Et qui est en elle-même à écouter une bonne pièce d'art. Ouais, juste rebondir sur un petit truc avant que Arthur, tu prennes la parole, excuse-moi, parce que j'avais pas forcément, j'en ai pas parlé dans ma première intervention, c'est aussi le côté des temps suspendus, un peu de ces moments suspendus qu'il y a dans le film, et ça rejoint un petit peu ce que dit Vincent tout à l'heure, c'est en fait le film est presque perpétuellement le reflet, le témoin de son tournage, et moi ce que j'aime beaucoup chez Herzog, et je reviendrai certainement beaucoup aussi là-dessus sur ce qui suivra, c'est ces manières où on a des plans, et enfin, ça se sent qu'il a filmé ça juste parce qu'il a trouvé ça cool, parce qu'il a trouvé ça joli, et c'est du réel, c'est de l'image réelle qu'on a sous les yeux, et ça donne une séquence qui est complètement folle. Moi, je pense à cette séquence justement où ils sont en train de passer et ils voient, il me semble que c'est un bateau qu'il y a dans un arbre en hauteur. On se doute que tout fou que puisse devenir Herzog plus tard avec ses projets à la con, enfin ambitieux et à la con, dont on va parler plus tard. On sait très bien que c'est pas lui qui a mis ça là dans cet arbre-là pour tourner cette scène-là. C'est un truc qui était déjà là avant. On sait pas trop pourquoi, qu'est-ce que ça fout là. Et lui, ben genre, il est passé en tournant son truc, il a vu ça, il a dégainé une caméra, il a filmé, il l'a mis dans son film et ça donne une séquence qui est complètement suspendue, qui est, enfin voilà, qui est onirique, qui est machin. Et je trouve que c'est une des grandes forces de ce film qui justement mélange un petit peu, Vincent l'a très bien dit, je fais que le répéter, mais qui mélange un petit peu le réel et le documentaire de son propre tournage, de ses propres images, et ça donne vraiment, ouais, c'est exceptionnel. Bon, la première partie sur Ega va être un peu plus longue que les autres. Je pense que chacun parle un peu de son expérience avec Herzog. Moi, personnellement, Herzog, c'est un réalisateur que j'ai découvert plus sur le tard, qui n'a pas forcément formé ma cinéphilie. Je regardais déjà pas mal de films avant de vraiment rentrer dans Herzog et même dans le cinéma allemand. C'est peut-être celui du nouveau cinéma allemand que je maîtrise le moins, enfin que je connais le moins, disons, où j'ai le moins cherché à tout voir, contrairement à d'autres comme Wenders, Fassbinder, etc., où j'ai vu quasiment tous leurs films, et même d'autres comme Schlandorf, etc. Mais c'est un réalisateur que j'apprécie quand même beaucoup, surtout pour ses documentaires, et en effet
sa collaboration à plusieurs reprises avec Kinski. Aguirre, c'est peut-être celui que je trouve le mieux et comme vous l'avez dit, alors je ne vais pas rajouter grand-chose vu que vous avez quasiment tout dit, mais ce qui est intéressant, et c'est ça peut-être plus d'un aspect historique, c'est qu'il se veut pas forcément film historique, il se veut plus en effet, comme vous l'avez dit, film onirique, film un peu totalement barré, on ne sait pas trop où ça va, etc. Mais je pense que c'est peut-être celui sur la période qui représente le mieux ce qu'a pu être la conquête de l'Amérique du Sud, ce qu'a pu être le rôle et le statut des conquistadors. Malgré, je pense, l'idée de départ qui n'est pas forcément une volonté pure historique, mais plutôt une volonté visuelle, artistique et sensorielle, il en fait finalement quelque chose de bien plus réaliste et plus proche que le Christophe Colomb avec Depardieu ou des choses comme ça, qui sont encore très ancrées dans le cliché occidental de l'immensité de l'Occident face à ces nouveaux peuples. Là, franchement, ils sont face à la réalité des choses et à leur finalement presque médiocrité face à leur ego surdimensionné, et c'est ça qui est très intéressant dans Aguirre, qui sera également le cas un peu dans Fitzcarraldo. Mais c'est cette manière qu'il a de faire finalement peut-être le film le plus historique et le plus abouti sur cette période-là, sans forcément en avoir la volonté, et c'est ça qui est quand même assez intéressant et fascinant. Je reviens juste sur un truc parce que c'est personnel et que j'adore le cinéma allemand. Il y a pas rien entre la fin de la guerre et les nouveaux cinémas allemands, mais c'est un peu comme en France, on a un peu un cinéma de papa. Il voulait un peu déconstruire, mais il y a vraiment des grandes choses et on pourra en reparler à l'occasion si vous voulez dans l'émission. Voilà. Non, mais je n'en doute pas qu'il y ait beaucoup de choses, comme tout, il n'y a jamais de vide total. Par contre, dans la mémoire collective et surtout dans la mémoire de la plupart des gens, quand on parle cinéma allemand, c'est surtout ces deux cinémas-là où on se dit ah oui, ça c'est vraiment, ils ont renouvelé et tout. Oui, D'ailleurs, non, on c'est va sûr que vas-y. Mais pour, par contre, un peu paraphraser ce que tu viens de dire, je pense que le fait que tu considères que Aguirre soit vraiment un film qui représente vraiment l'historicité de la chose, c'est parce que je pense que Herzog, il n'a pas voulu amener l'historicité, mais elle s'est un peu amenée d'elle-même, dans le sens où lui, vraiment, ce qui l'intéresse, c'est quasiment la vérité pure des choses et des êtres. Genre vraiment, quand il va te parler de l'hubris de l'homme, eh ben, il s'en fiche qu'au fait que ça se passe en Amazonie au XVIIe siècle ou ça se passe à n'importe quelle période. Il va vraiment essayer de se rapprocher quasiment l'essence de l'âme humaine dans tous ses défauts et dans toute sa grandeur et dans toute sa folie. Et ensuite, il va aussi montrer la réalité de ce que c'est, comment c'est confronté face à la nature et à finalement la vision quasiment métaphysique qu'il a de toutes ces choses-là. Ça va nécessairement amener quelque chose un peu plus réel et donc forcément, on a beaucoup plus l'impression de voir quelque chose de sincère et de cru, réellement cru de cette période-là. C'est-à-dire des individus qui sont amenés pour une raison X ou Y et qui vont, par la folie des choses, par leur ego personnel, vouloir aller ailleurs. Et donc nécessairement, je pense que c'est pour ces raisons-là que le film est peut-être un peu plus réaliste historique. Et puis surtout cette volonté de toute manière tourner dans des lieux réels et pas forcément dans des studios ou des pays plus faciles d'accès comme Christophe Colomb qui était tourné au Costa Rica par exemple de Ridley Scott. Là il va vraiment dans le lieu de l'intrigue qui rend la chose de toute manière par nature beaucoup plus réaliste. Ça joue aussi je pense un peu. Oui, après, je me permets juste d'en parler maintenant, même c'est quelque chose qu'on va aussi évoquer dans Fitzcarraldo. Le fait de tourner dans des décors réalistes et de vraiment tout faire réellement soi-même, enfin de montrer, enfin ce qui est à l'image a forcément été réalisé dans la réalité, disons, c'est très bien, mais après il faut quand même pas nier que Herzog a un talent assez incroyable pour qu'on ressente aussi cette véracité des choses, parce qu'il y a quand même pas mal de réalisateurs qui se sont amusés à faire du vrai pour faire une image de vrai, mais en fait, à la fin, on ressent quand même une certaine facticité, en fait. Je pense notamment parfois, là par exemple, j'ai en tête des cascades de Tom Cruise dans Mission Impossible, que il les fait réellement, ces cascades, il se met réellement fait réellement son truc, mais derrière, c'est filmé de manière, et puis il y a des effets spéciaux qui sont ajoutés, qui font que, en fait, finalement, la cascade qu'il l'ait pas vraiment fait, qu'il l'aurait fait dans un studio, ça serait presque revenu au même. On ressent pas forcément la dangerosité de ce qu'on vient de voir, on ressent pas la véracité de ce qu'on vient de voir. Or Herzog, lui, a vraiment ce talent vraiment pour te faire comprendre, te montrer factuellement, parce que c'était son but aussi, c'était de montrer de nouvelles images, des images qui n'ont jamais été montrées au cinéma, et il le fait très bien, et c'est pas juste le lieu, le décor, il n'y a pas juste quelque chose d'un peu mystique, il suffit de poser sa caméra et ça fait forcément des belles images et c'est forcément réussi. Il y a vraiment un talent derrière d'Herzog qui est assez phénoménal pour montrer que effectivement toute cette expédition on a quand même chié, ils sont restés 6 ou 7 semaines comme ça à dériver le long de l'Amazone. C'est pas rien quoi, je veux dire, ils en ont chié pour faire le film et je trouve que ça se ressent. Alors maintenant, pour enchaîner sur la deuxième collaboration avec Klaus Kinski, on va sauter à peu près de 7 ans
parce que voilà, là on l'a un petit peu évoqué, mais je pense qu'on l'évoquera après avec Fitzcarraldo notamment, parce que là je pense qu'il y a plus matière à. Mais c'est que la collaboration Werner Herzog et Klaus Kinski, elle n'a jamais été très bonne. Enfin, elle a été excellente pour nous, spectateurs, ça a toujours donné des films extrêmement passionnants, mais entre les deux individus, ça a toujours été assez compliqué. Notamment dû à la personnalité assez explosive, dirons-nous, de Klaus Kinski, pour pas dire totalement starbé, et sur le fait qu'aussi Werner Herzog, on le dit pas, mais c'est là aussi une autre forme de folie, peut-être une folie un peu plus silencieuse, tranquille. Mais bref, ça a toujours donné des choses où ça se passait jamais très bien sur le tournage. Mais bon, 7 ans après, Werner Herzog, il est déjà un peu plus installé, on va dire, dans le cinéma. Il est connu, il a déjà fait notamment le Festival de Cannes, et il va se ramener avec, on va dire, là, cette fois-ci, là où lui, il a vraiment un rapport très particulier au cinéma. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir, Werner Herzog, s'il regarde 2 films par an, c'est quand même le grand maximum. Donc il a vraiment un rapport à comment filmer les images, comment filmer tout ce qui l'entoure, très différent, parce qu'au final, il y a très peu de référentiels cinématographiques. Lui, il a beaucoup plus un référentiel musical, théâtral et littéraire. Mais néanmoins, il y a quand même une petite base de culture cinématographique. Et il voulait, on va dire, faire un pont entre ce qui a été la grandeur du cinéma allemand des années 20 et aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'en 1979 va sortir Nosferatu, Fantôme de la nuit. Der Fluch wird auf den Menschen lasten. Der Fluch des Vampirs Nosferatu. Au XIXe siècle, Jonathan Harker se rend en Transylvanie pour vendre un manoir au comte Dracula. Sur la route, les villageois lui conseillent de rebrousser chemin, mais le jeune homme refuse. Au moment de la signature, Dracula aperçoit un portrait de la fiancée de Harker, identique en tout point de vue à sa défunte épouse. Jonathan est fait prisonnier et le comte se rend à Londres pour retrouver la jeune femme. Alors Nosferatu, comme dit, sorti en 1979, et comme on redit encore une fois, c'est un remake du Nosferatu de Friedrich Murnau, sorti en 1922. Nosferatu, sorti en 1922, qui est vraiment peut-être l'un des plus grands représentants de l'expressionnisme allemand, avec Murnau, qui est l'un de ses plus grands réalisateurs. C'est vraiment un film qui a été une pierre angulaire, et surtout pour Werner Herzog, une pierre angulaire du cinéma allemand. Et il a notamment voulu lui rendre hommage en faisant un remake. Alors remake quand même assez particulier parce que, et c'est là où je pense qu'on va avoir, à mon sens, l'un des meilleurs films d'Herzog et l'un de ses plus beaux films, il va vraiment amener ce rapport très cru à la réalité, mais dans un film, cette fois-ci, fantastique et beaucoup plus romantique, on va dire ça comme ça. On est vraiment face à un film collaboration européenne classique des années 70, donc là c'est entre l'Allemagne et la France, mais ça se sentir notamment dans les acteurs, avec Klaus Kinski en tant que Nosferatu, Dracula ici en l'occurrence, mais c'est là où on sent que Herzog il a un peu que faire finalement du matériau de base, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, le personnage s'appelle Dracula, mais le film s'appelle Nosferatu. Isabelle Adjani, qui elle va jouer le rôle de la femme de Harker, qui est vraiment la représentante parfaite de cette jeune femme à la peau cristalline, quasiment les cheveux noirs ébène, vraiment typiquement romantique. Bruno Gans, qui joue malheureusement le personnage pas très intéressant dans le film de Nosferatu, c'est-à-dire le personnage de Jonathan, même si Bruno Gans quand même sort très bien dans le rôle, et même si c'est un rôle un peu secondaire, Roland Topor, absolument délicieux dans son rôle de fou du bus, absolument fan de Dracula, qui va forcément essayer de l'amener en Allemagne. Mais là où j'aimerais, on va dire, faire un petit focus, c'est vraiment, moi c'est sur une scène qui, je pense, me marque le plus dans le film, c'est quand tu as Nosferatu qui commence à arriver en Allemagne. Il y a du coup la peste qui commence à arriver, mais Herzog il s'est pas dit je vais faire semblant en mettant quelques rats sur les côtés et tout. Non, j'ai amené que des rats blancs. Donc déjà ça a un impact visuel beaucoup plus fort, et tu as cette espèce de séquence où elle semble n'en plus finir et tu vois vraiment une nuée de rats, mais tu te rends compte, tu vois une dizaine, une centaine, et puis ensuite tu te dis mais ça s'arrête plus, et tu as vraiment l'impression que tu as une place entière, la place centrale de la ville qui est remplie de rats blancs. Et ça, c'est vraiment cette image d'une hubris absolument folle. Et pour moi, c'est ce qui fait que justement ce film a une force mystique qui rejoint vraiment tous les plus grands films de Werner Herzog. C'est-à-dire qu'en plus d'une image absolument, j'aurais du mal un peu à qualifier, quasiment un peu laiteuse, un peu floue, et qui justement donne un peu cette espèce d'impression de peinture un peu baroque, un peu gothique, t'as surtout une espèce de
temporalité un peu lancinante. On a vraiment un Klaus Kinski qui va avoir un rôle là beaucoup moins explosif, mais quand même assez marquant sur un personnage très lent qui va vraiment bouger de façon ouais, lancinante. C'est vraiment le meilleur mot pour décrire. Qui va du coup créer une mystique, un aspect vraiment très particulier sur toute l'intemporalité du film. Et rajouter à ça en plus tout le renouveau, on va dire, de la vision qu'il a du personnage de Nosferatu. Là où avant, Nosferatu, c'était comme le livre de Dracula de Bram Stoker, c'est-à-dire que c'est une personnification de la bestialité. Il n'y avait pas vraiment de réflexion plus profonde que ça derrière. Là, c'est quasiment Herzog qui va amener pour la première fois, alors qu'avant on avait surtout des films un peu de série Z, notamment de la Hammer. Là, le personnage du vampire va vraiment avoir un aspect très mélancolique. Là, cette fois-ci, c'est pas juste Nosferatu, il voit une femme et il a un désir sexuel pour elle. Là, non, ça lui rappelle sa femme morte. Et là, tu as une mélancolie du personnage qui est un personnage qui, du coup, ne peut pas mourir et qui ne peut que se souvenir des souffrances passées et qui, là, va essayer pour la première fois, en amenant quasiment de façon involontaire la mort autour de lui pour essayer de se rapprocher de son amour passé. C'est honnêtement, du coup, une revision du personnage tout à fait novatrice pour l'époque. Alors maintenant, on y est très habitué à la figure mélancolique du vampire, mais étant donné que c'est le premier et qu'il a vraiment le rapport à l'imagerie d'Herzog, à la temporalité d'Herzog, ça donne vraiment un film, moi, que je trouve merveilleux de A à Z, dans les acteurs, dans la musique, dans absolument tout. Je pense que c'est, à mon sens, le meilleur Herzog, en tout cas mon préféré, et l'une des plus belles collaborations qu'il a eu avec Klaus Kinski. Du coup, je vais me permettre d'enchaîner. Parce qu'il se trouve que moi aussi, c'est mon Herzog préféré, Nosferatu. Enfin, en tout cas, un de mes préférés, parce que ça devient c'est compliqué de choisir entre les documentaires et les fictions. Mais du coup, je rejoins totalement l'avis de Vincent. Moi, j'ajouterais que ce qui me passionne dans le film, c'est son ambiance, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme le disait Vincent, du coup, Dracula amène, un peu malgré lui, la mort sur son passage, notamment quand il va à Londres ou en Allemagne, je sais plus trop, ça remonte. Ce que je trouve réussi dans le film, c'est que vraiment le film suinte la mort et la pestilence dans tous les pores de la pellicule. C'est-à-dire que toutes les images ont un côté morbide, très très glauque. C'est vrai que ça rappelle certaines peintures gothiques, comme encore une fois a pu le dire Vincent. C'est aussi pour moi l'une des façons les plus intéressantes de traiter Nosferatu, bien plus que le navet de Eggers sorti l'année dernière. C'est-à-dire qu'il reprend ce film culte du cinéma allemand, ce film expressionniste, pour en faire un film presque naturaliste, comme les autres films d'Herzog. Ce qui apporte vraiment quelque chose. Et en plus, on a un traitement du vampire qui est du coup mélancolique. Mais en fin de compte, les personnages du film, et notamment Nosferatu, mais surtout Mina Harker, enfin le personnage de Elisabeth Zanni, sont plus des fantômes que des vampires. Comment ils apparaissent à l'image, comment ils sont traités, notamment avec le côté très laiteux de l'image, comme disait Vincent. Ça donne comment dire, il y a un traitement sur leur peau très très fantomatique dans le film. Le film s'appelle d'ailleurs le fantôme de la nuit, je crois, enfin comme sous-titre. C'est pas pour rien, genre on a vraiment plus un film de fantôme qu'un film de vampire, je trouve, avec ce Nosferatu. Et c'est ce que je trouve de formidable dans ce film, qui est peut-être mon adaptation du conte de Dracula préféré, avec celle de Coppola quand même. Mais voilà, c'est un film que je trouve assez formidable. Après, c'est compliqué de passer après Vincent, parce qu'il dit, en fin de compte, tout ce qu'il y a à dire, je pense, sur le film quand on l'aime. C'est que c'est un grand film. C'est un grand film, voilà. Bah, moi, je vais avoir l'avis un peu inverse, parce que pour moi, il fait partie des pires films de Herzog, je trouve. En tout cas, et encore, je le déteste même pas particulièrement, mais il fait partie des plus dispensables, je trouve, de la carrière d'Herzog. Je sais pas si ça vient de mon aversion totale pour Isabelle Adjani, donc je confie à peu près la totalité des films, ou pour mon amour profond pour la version de Murnau, qui fait que tous les remakes qui ont été faits après, même le Dracula de Coppola, que je trouve sympathique sans forcément être exceptionnel, font que j'ai du mal à rentrer dans d'autres visions du personnage. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui va dans le film, à part le côté naturaliste. Il n'y a pas grand-chose qui va. Kinski est, à mes yeux, dans son pire rôle avec Les Fruits de la Passion de... J'ai oublié le nom du réalisateur japonais, là, ou une espèce de film érotico-débilos qu'il a tourné vers la fin de sa vie. Voilà, je vais pas en dire plus. Et puis le but, c'est pas qu'on rebondisse. Je suis pas du tout rentré dedans. Avec Cobra Verde, c'est peut-être les deux pires collaborations qu'ils ont pu faire tous les deux. Mais je pense que Cobra Verde est quand même pire.
Mais voilà, j'ai pas plus à déblatérer que ça. J'ai trouvé ça très insipide et pas très intéressant. Mais même si on peut toujours un peu difficilement dire ah oui, moi j'ai pas été touché. Moi je trouve justement je, je dirais pas que c'est insipide le jeu d'Adjani, et je trouve justement qu'elle correspond parfaitement au rôle qui lui a été donné et surtout à l'ambiance totale du film. C'est que c'est plutôt une forme éthérée de jeu. C'est-à-dire que vraiment, elle a un côté un peu romantique de l'époque, au fait, femme un peu perdue, un petit peu au-delà de la matière. Et que c'est pareil pour Kinski, au fait, là, il a vraiment pour moi l'un de ses plus grands rôles, parce que justement, c'est pas un rôle comme on pourrait s'y attendre avec lui, où il est très explosif, il a des pics de colère. Là, non, il a vraiment une espèce, et c'est notamment ce qu'on dira pour le film qui a juste après, parce que ce rôle l'a beaucoup fatigué, parce qu'il y a vraiment tout un jeu dans la retenue, dans une espèce de puissance, mais qui doit essayer de tout contenir en lui, et quasiment de visage parfaitement figé. Ouais, je trouve que la phrase qu'avait donnée Elric est assez juste. C'est vraiment beaucoup plus un film de fantôme. Tout est très éthéré, tout est très laiteux. Il y a notamment une très grande lenteur dans le film, mais ça donne une espèce de. On est quasiment emporté comme dans un flot, comme une espèce de fleuve. On suit une espèce de flux constant, et on est absolument, en tout cas à mes yeux, abasourdi par tout ce qui est produit. Ouais, après, je pense que c'est quelque chose on touche vraiment au personnel, parce que quand on a des films avec un rythme pareil, quand on prend une histoire pareille, forcément, euh, les avis vont diverger. Mon avis sur le film va un petit peu voguer entre les vôtres, en fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé effectivement que parfois c'était vraiment splendide, les paysages, tout ça, la manière dont il filme ça. Moi, tu parlais par séquence, Vincent. Moi, par exemple, une séquence qui m'a marqué, c'est quand Jonathan va en direction du château de Dracula slash Nosferatu. Il y a vraiment justement cette espèce de lenteur, mais ce côté en plus un peu, on retrouve un peu ce truc qu'on va avoir plus tard, genre le personnage qui part un peu à l'aventure, il sait pas trop ce qu'il va faire, il avance et tout. Et tu vois, on a encore ce côté un peu, tu vas d'un point A à un point B, mais tu fais pas grand chose, c'est le mec qui marche et tout. Et c'est un moment encore un peu suspendu, et surtout les paysages sont vraiment splendides. Il y a des séquences qui sont très fortes. T'as parlé de celle des rats. Moi, j'aime beaucoup une des toutes dernières, dire la confrontation, si on veut, entre Lucie et Dracula à la toute fin, que je trouve absolument splendide, cette espèce de sacrifice qui est vraiment magnifique. Après, moi, il y a des choses qui m'ont un peu ennuyé, honnêtement, au niveau du rythme. C'est vrai que je trouve qu'il y a des séquences, par exemple, dès que c'est que des séquences de dialogue, des personnages qui parlent entre eux, je trouve que c'est filmé un petit peu, pour le coup, comme le dit Arthur, j'ai trouvé ça un peu insipide. Je trouvais que Herzog n'était pas particulièrement inspiré par toutes ces scènes de dialogue. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'en règle générale, dans la collaboration avec Kinski sur les 5 films dont on va parler, c'est pas forcément les scènes de dialogue qui fascinent le plus Herzog, et je trouve que ça se ressent dans Nosferatu, où, sans avoir fait de calcul exact, j'ai l'impression que c'est un où ça parle quand même le plus. Donc voilà, pour moi ça souffle le chaud et le froid. Peut-être ça mériterait un revisionnage plus tard, parce qu'effectivement c'est une vision qui est complètement différente de celle de Murnau, que je trouve exceptionnelle. Et j'ajouterais quand même, pour terminer sur Nosferatu, quelque chose que j'ai beaucoup aimé en revanche, c'est vraiment tout ce discours un petit peu sur la solitude. Vous avez parlé de la mort, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais c'est aussi, toi t'as parlé de mélancolie, Vincent, par exemple. Moi c'est vraiment la solitude. Tous les personnages sont quand même terriblement seuls. Jonathan, après sa rencontre avec Dracula, finira dans un état catatonique, et finira le film tout seul. Lucie, elle, forcément, vu que Jonathan est dans un état catatonique, elle aussi se retrouve tout seule, puisque dans son couple, elle a du coup fini isolée de son couple. Et puis évidemment Nosferatu, qui est là, seul quasiment tout le film, à errer dans la ville, dans les paysages, dans le décor, dans les plans. C'est vraiment, je trouve, un grand film sur la solitude, sur t'as beau être humain, pas humain, dans un état entre les deux, en fait finalement l'ennui, la solitude, c'est quelque chose de relativement universel, et pour ça je trouve que c'est assez beau. Alors donc on va enchaîner avec Wojciech. Donc Wojciech film tourné 5 jours à peine après la fin du tournage de Dracula. Friedrich Johann Franz Wojciech
Je vais faire un court résumé du film, puis je vais parler après. Donc, on suit les aventures de Franz Wojciech, un officier d'ordonnance dans l'armée allemande. Il est le père d'un enfant illégitime qu'il a eu avec une maîtresse qui s'appelle Marie. Et afin d'arrondir sa paye, il exécute des travaux pour son capitaine et accepte de participer à des expériences menées par un docteur. L'une de ces expériences est de ne pas manger et de ne manger rien d'autre que des petits pois, causant la déclinaison de sa santé mentale. Un jour, il évacue sa haine sur sa copine et se voit pris d'une folie meurtrière. Alors, donc, comme je le disais, le film a débuté seulement 5 jours après le tournage de Nosferatu. Ça a été un tournage express, parce que ça n'a duré que 18 jours, et Herzog l'a monté en seulement 4. Et je donne ces informations parce que pour moi, elles sont assez importantes pour parler du film, parce que si le film en lui-même n'est selon moi pas le meilleur de la collaboration Herzog-Kinski, et pas le film des meilleurs films d'Herzog du tout, c'est un film que je trouve très intéressant, très très bon. Pour moi, c'est un grand film, et c'est peut-être, là je vais balancer une hot take, la meilleure performance de Klon Kinski, parce que comme on l'a un peu évoqué avec Nosferatu, Nosferatu, c'est un rôle qui l'a épuisé, mais vraiment qui l'a mis sur les rotules. Et en enchaînant direct avec Wojciech, ça donne une interprétation du personnage qui est complètement démente. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression que Kinski est son personnage, c'est-à-dire complètement lessivé, épuisé par les expériences qu'on fait sur lui, qui à tout moment, on sent un personnage qui à tout moment va craquer et qui finira par craquer. Et c'est aussi aidé par la mise en scène de Herzog, comme je l'ai dit, ça a été un tournage très vite, et ce qui explique ce tournage très rapide, c'est qu'en fait le film se compose essentiellement de plans fixes et de longs plans séquences, c'est-à-dire que Herzog laisse durer ces séquences, c'est-à-dire laisse Kinski perdu comme ça dans les décors et avec les autres personnages. On sent qu'il sait pas trop où il est, il a une forme de cabotinage, mais qui colle parfaitement au personnage. Ce qui fait pour moi la grande qualité du film. Et d'ailleurs, j'ai fait un peu mes devoirs, entre guillemets, c'est que j'ai vu une interview de Kinski à l'époque, pour le film qui avait été sélectionné au Festival de Cannes. Et à l'époque, ce qui se disait, c'est que, enfin, en tout cas, ce que dit le journaliste, c'est que c'était lui qui était le plus pressenti pour le prix d'interprétation masculine, et qu'il n'a pas eu finalement, mais ça aurait été très mérité. C'est-à-dire que c'est vraiment une performance exceptionnelle. Je pense que Kinski n'a jamais eu l'air aussi fou dans un film que dans ce film-là, parce que bon, je pense qu'à la fin, on reviendra un peu sur la vie de Kinski, pour voir que c'était un gros taré avant tout dans IRL. Et voilà, pour moi, le film vaut le coup d'œil juste pour ça. En plus, il est très court, il dure 1h15. Donc ouais, c'est peut-être formellement pas le Herzog le plus intéressant, mais c'est, ne serait-ce que pour la prestation de Kinski, c'est un film qui vaut le coup d'œil. Wojciech, c'est pareil, c'est pas forcément mon préféré, c'est pas forcément celui qu'on retient le plus, mais il est quand même assez intéressant. Alors, faut savoir aussi que c'est tiré d'une pièce de théâtre de Buchner, pardon, qui est donc un metteur en scène de théâtre. Enfin, surtout, il a écrit des pièces, il les a rarement mis en scène parce qu'il est mort à 23 ans, dans les années, je crois, fin du 18e, quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est adapté d'une pièce de théâtre, du coup, qui n'a pas été finie, qui est inachevée. Et ce que j'ai vraiment trouvé fun et intéressant dans l'adaptation de Herzog, c'est que lui-même décide de ne pas réellement finir son film. En fait, il s'arrête au même endroit que s'arrête la pièce de théâtre. En fait, il essaye pas de créer une autre fin, il est vraiment dans l'adaptation pure et dure. Et quand tu dis que les plans durent, les scènes durent, etc., les dialogues aussi, ça fait vraiment penser à quelque chose d'assez théâtral finalement. On n'a pas une accumulation forcément importante de décors ou comme dans d'autres de ces films, naturel bien entendu à chaque fois, mais on est vraiment dans une adaptation au plan près, presque à la ligne près de la pièce de théâtre, et c'est ça qui rend l'œuvre très intéressant. Et en le lisant, avant de voir le film, j'imaginais Kinski dans le rôle. Alors peut-être par mimétisme, sachant qu'il avait été adapté, même sans avoir vu le film, mais je trouve que c'est vraiment une adaptation assez merveilleuse et assez parfaite de ce que peut être finalement l'œuvre de Buchner, que je conseille à tout le monde parce que c'est assez exceptionnel ce qu'il a pu écrire pour quelqu'un d'aussi jeune, et Kinski lui rend vraiment hommage, un très très bel hommage en l'adaptant sans forcément chercher, comme certains auteurs feraient aujourd'hui quand ils essaient d'adapter des romans, créer une nouvelle fin des fois qui n'a rien à voir, ou alors même inventer des fins quand les romans n'en ont pas. Là, il est vraiment dans le respect de l'œuvre de base tout en y incorporant son style et le style de Kinski dans sa manière de jouer, et c'est assez touchant, sans être forcément son film le plus passionnant, parce que de par cette
étirement du temps et des scènes presque théâtrales, ça peut le rendre un peu endormant par moment, mais ça reste un très joli film, je trouve. Bah du coup, moi je vais enchaîner parce que je pense qu'on rejoue à peu près tous sur l'idée de Wojciech et on en reparlera aussi sur Cobra Verde qui sont, on va dire, les deux films les moins connus de la collaboration Herzog-Kinski. Parce que c'est simplement les films, on va dire, les moins grandioses parce que de sa collaboration, il y a quand même eu 3 films assez glorieux. En tout cas, les gens s'attardent au moins sur 2 d'entre eux et peut-être Nosferatu dedans. Mais c'est vrai que Wojciech, il est quand même un peu oublié et là où on va dire, là je parle un peu plus personnellement, pour moi, il n'y a aucun film d'Herzog que je considère comme étant mauvais. Enfin, pour être plus précis, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui trouvent certains de ces films mauvais. Après, j'ai pas tout vu, hein. J'en ai vu 40-70, mais j'en ai peut-être fait exprès de louper ceux qui ont vraiment l'air très très mauvais, notamment ces plus récents, Salt and Fire ou autre, ou La Reine du désert. Ça, j'ai pas voulu m'infliger ça. Mais Wojciech, par exemple, c'est-à-dire que tous ces autres films, même si c'est pas des films qu'on peut considérer comme étant très bons, il peut y avoir des défauts, il y a toujours au moins 1 ou 2 éléments où vraiment là, il tape juste. Il tape et il fait quelque chose d'assez merveilleux. Et c'est notamment le cas pour Wojciech, que vous avez tous les deux parfaitement décrit. L'interprétation de Kinski dedans est fiévreuse. Vraiment, elle te prend aux tripes et même le simple fait quand il parle, quand il fait quelque chose, tu es toi-même aussi fatigué et tu sens du coup parfaitement que l'enchaînement entre les deux films, ça a été une très très bonne idée d'Herzog parce que là où tu as vraiment un personnage qui, dans la pièce de théâtre, et là encore, il est fatigué, il devient fou à cause notamment du physique, c'est vraiment l'influence, on va dire, de la biologie, de la matière sur le mental. Bah là, on sent, là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment prégnant sur l'image, quoi, au fait. Là, vraiment un personnage où tout ce qu'il fait, tout le fait qu'il tombe de plus en plus dans la folie, ben, ça se voit que physiquement, c'est dû à sa condition physique. Ce qui explique notamment par le fait que, il me semble, alors à moins que je me fasse une grosse bêtise, Buchner, c'était certes aussi un dramaturge, mais c'était aussi un médecin de base. Et c'est pour ça qu'il a notamment un peu réfléchi sur le côté rapport, corps, esprit, tout ça. Mais c'est vrai que moi, quelque chose que je peux trouver peut-être intéressant, mais qui est aussi une limite, ben, c'est ce qu'a dit, Arthur, c'est la grande théâtralité du film. C'est un choix d'Herzog de vraiment faire un film extrêmement théâtral, mais pour moi, ça en fait vraiment une limite, ça en fait vraiment un film un peu poussif par instant. Même si je retiens quand même quelques séquences, notamment la séquence de l'affiche où tu as vraiment le visage de Kinski qui est écrasé par la fatigue. Je me souviens de quelques plans dans la nature qui sont là encore assez merveilleux, assez éthérés comme d'habitude. Mais sinon, ouais, c'est un film que je trouve intéressant, mais que je ne mettrais pas au pinacle comme beaucoup finalement. Donc, quelques années après leur collaboration sur Wojciech et Nosferatu, Kinski et Herzog se sont retrouvés un peu par dépit sur le film Fitzcarraldo. Parce qu'à la base, c'est pas du tout Kinski qui devait jouer le rôle, c'est Jason Robards. Le film avait déjà lui-même été commencé à tourner, mais suite à une maladie de Robards, il y a eu un empêchement, s'en est suivi une galère de production, tout ça, qui fait que Herzog a dû rappeler son meilleur ennemi, Klaus Kinski. Alors, je vais faire un petit résumé du film. Donc, on suit les aventures de Brian Fitzgerald, dit Fitzcarraldo, un ingénieur farfelu et ruiné, installé au Pérou. Passionné, il a une ambition folle de construire un opéra en pleine forêt amazonienne où se produira un grand ténor italien. Il est soutenu par son ami Molly, une généreuse tenancière de maison close. Fitzcarraldo, du coup, surnommé le conquistador de l'inutile, tente de faire fortune pour mener à bien son projet. Il parvient à obtenir un bateau qu'il fera hisser par-dessus une colline. Alors, Fitzcarraldo, c'est un film qui est beaucoup commenté, qui est évidemment un très grand film. Il est surtout, moi, ça aimerait revenir un peu sur un truc qui s'est un peu tissé tout au long de l'épisode. Et j'attendais le passage sur Fitzcarraldo pour me porter un peu en porte-à-faux. C'est que, on parle plus du tournage du film que du film. Parce que ce qu'il y a de marquant, là, comme ça, quand on parle de Fitzcarraldo, c'est évidemment ce bateau qui a été hissé par-dessus une colline et qui a vraiment été fait sur le tournage. C'est-à-dire que Herzog, grand malade, a rasé une forêt pour faire monter un bateau en vrai sur une colline. Et du coup, à l'époque aussi, c'est ce qui était beaucoup vanté pour le film, parce que on considérait que c'était un peu une mise en abîme du tournage du film, ce film. Enfin, que Fitzcarraldo était une mise en abîme du tournage.
Et notamment, c'est à l'époque, c'est Serge Danet, qui en 80 ans dans Libération disait qu'on avait l'impression de voir une bande-annonce de l'aventure du tournage. C'était un film qui n'exhibait que son tournage. Et moi, je suis un peu en désaccord avec ça. Parce que, certes, le tournage du film c'est quand même quelque chose, et on en parlera notamment du documentaire qui a été fait dessus. Et pour moi, c'est un peu l'image d'Apocalypse Now, où on a aussi un tournage fou qu'on aime commenter et tout. Mais pour dire ça, c'est un peu nier les qualités esthétiques du film, parce que pour moi, Fitzcarraldo, avant d'être une aventure folle en dehors de la caméra, c'est un chef-d'œuvre. Comment dire, le film est tout simplement incroyable et il te prend aux tripes de A à Z. Je vais faire un petit, comment dire, un petit crochet par mon expérience du film, comment je l'ai découvert. C'est-à-dire que j'ai découvert ce film il y a à peu près en même temps qu'Aguirre, il y a 4-5 ans. J'étais en vacances dans un hôtel F1 tout pourri avec une télé plus petite que mon ordi actuellement. Et j'ai vu le film qui passait sur Arte en VF, et 2h20 sur un écran 4 pouces en VF, j'ai quand même ressenti l'expérience du film. C'est-à-dire que le film a un gigantisme énorme, c'est-à-dire que la nature chez Herzog n'a jamais été aussi vaste. C'est un film qui est d'une ambition démesurée et qui se voit à l'écran. C'est-à-dire que la séquence où le bateau grimpe par-dessus la colline, moi je suis désolé, tu te dis pas oh putain comment ils ont fait ça sur le tournage, tu te dis putain ouais, il y a un bateau qui grimpe par-dessus une colline, j'ai jamais vu ça avant, c'est fou, et je vois que c'est vrai quoi. C'est un film qu'on pourrait un peu comparer à Aguirre, puisque même acteur principal, même décor et même concept d'un uluberlu qui s'enfonce dans la forêt amazonienne pour un projet fou. Sauf que c'est un film qui est beaucoup plus positif qu'Aguirre, là où Aguirre avait un côté un peu entre guillemets nihiliste, où on montre juste un personnage fou qui s'enfonce. Là, c'est un film qui est quand même beaucoup plus positif. Alors certes, tout ceci va mal finir, va pas bien finir, c'est-à-dire qu'évidemment, Fitzcarraldo n'arrivera pas à construire son opéra en pleine forêt, mais c'est le sujet du film, que c'est débile de voir faire ça et que c'est impossible. Mais on finit quand même sur un truc, une note un peu plus positive, c'est-à-dire que finalement, il revend son bateau, et il arrive à faire une espèce de fête pour les gens de la ville la plus proche. Et c'est aussi un film où le héros se fait punir pas directement par la nature, mais par les habitants. C'est-à-dire que pour mener à bien son projet fou, Fitzcarraldo recrute des natifs de là-bas. J'ai oublié, vous excuserez le nom des gens qui habitent dans la forêt amazonienne, le nom de la tribu qui habite dans la forêt amazonienne et qui aide Fitzcarraldo. Et en fin de compte, c'est eux qui feront tomber le bateau, qui ruineront les projets de Fitzcarraldo à la fin. Donc c'est plus via l'intervention humaine que son projet est niqué que par la nature elle-même, mais on voit une espèce de confrontation entre deux visions de la nature de la part de l'homme. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'occidental qui est prêt à tout raser pour son petit projet personnel, et de l'autre côté des gens qui vont être une espèce, entre guillemets, une harmonie avec la nature, et qui décident de se faire porte-parole de cette nature et de ruiner les projets de Fitzgerald. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour le film. Je pense que peut-être que je reviendrai après sur d'autres choses, notamment quand on parlera du documentaire sur ce film. Mais voilà, moi c'est ce qui me tenait à cœur, c'était de remettre un peu au centre que, au-delà d'une aventure folle sur le tournage, c'est un très grand film en lui-même. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Le piège, évidemment, c'est un piège. Il y a un double piège quand on veut parler de Fitzcarraldo. Le premier, c'est de vouloir le comparer à Aguirre, puisque comme tu l'as souligné, c'est au même endroit, même acteur, même réalisateur, etc. Et également de ne faire que parler de son tournage. Alors c'est un piège dans lequel on va essayer de ne pas tomber, puisque derrière on va parler du making-of du tournage. Donc finalement il n'y a pas tant besoin que ça de parler du tournage en tant que tel. Fitzcarraldo, je trouve que c'est vraiment assez génial. Alors j'ai dit que le piège de le comparer à Aguirre, donc je vais rentrer en plein dedans. La différence fondamentale par exemple avec Aguirre, c'est que là il y a énormément de fiction quand même dans le film. Il faut quand même souligner, parce que tout le monde ne parle que du passage dans la forêt amazonienne avec les Indiens dans ce bateau qui monte la colline et la scène des rapides. Il y a quand même 50 minutes de Fitzcarraldo qui
juste qui prépare en fait cette expédition. D'ailleurs, c'est les 50 minutes en gros où on voit Claudia Cardinal dans le film, hein, qui joue. Alors, je sais plus s'ils sont ensemble ou pas dans le film. Il me semble qu'ils sont ensemble dans le film. Et donc, ça donne déjà un côté. Je trouve Fitzcarraldo, c'est mine de rien le film le moins épuré, le moins à l'os en fait de presque de tous les Herzog dont on parle là et dont on va continuer derrière avec Cobra Verde et encore. Parce que voilà, il y a comment expliquer? Il y a plus de fiction, il y a vraiment une très longue exposition. Moi, ça m'a pas ennuyé, mais quand même, pour quelqu'un qui s'attend juste à voir une expédition comme Aguirre, faut quand même se les farcir ces 45 premières minutes de juste Kinski avec son air halluciné qui veut faire son plan un peu à la con. Mais c'est vraiment un film, enfin, je le trouve extraordinaire. C'est un film qui joue sur plusieurs peurs. Il joue sur la peur donc de la nature, la peur des événements, la peur des habitants aussi, parce que donc tu as parlé des tribus. Alors les tribus en question, donc on va dire les tribus qui jouent dans le film. Je sais pas laquelle, si elle a une dénomination dans le film, mais les tribus des acteurs qui jouent dans le film viennent de 3 tribus, c'est les Campas, les Machigangas et les Aguarunas. Et donc au départ, il y a vraiment une peur qui s'installe avec ces personnages, enfin avec ces habitants qui sont d'abord montrés avec une scène où ils sont sur des barques, où ils s'approchent du bateau de Fitzcarraldo, qui est juste terrifiante. Enfin vraiment, en plus le plan est splendide, mais vraiment la séquence ça fait peur parce que tu te dis ça y est, ils sont dans la merde, eux, ils sont 15 sur leur bateau, ils vont se faire défoncer par les types qui viennent. On dirait ils ont vraiment ils ont vraiment envie d'en découdre. Et derrière, tu as encore cette scène du dîner qui est elle aussi exceptionnelle avec tous ces natifs derrière qui sont derrière eux et qui vraiment en impose quoi derrière. En plus Kinski enfin Fitzcarraldo, mais qui est joué par un Kinski qui emmène pas large, il est tout là, tu sens qu'il essaye, s'il pouvait être le plus petit possible dans cette séquence il le ferait. Et où enfin voilà, c'est extraordinaire effectivement la scène du bateau sur la colline. Alors elle est géniale et en même temps c'est pas du tout ma scène préférée parce que il y a beaucoup de choses autour de cette séquence que je préfère, et notamment du coup la scène qui suit avec la scène des rapides qui est presque aussi exceptionnelle que celle de la colline. Effectivement, voilà, c'est Fitzcarraldo, c'est un super film. Par contre, t'avais dit à la fin, son opéra échoue enfin son opéra dans la jungle échoue, etc. Et en tant que tel, on peut même, enfin, tu dis que le film se finit bien et tu as raison, et le film se finit bien parce que justement, il fait cet opéra quand même sur son bateau à la toute fin, juste avant de le vendre. Il a le droit à 15 jours de céder le bateau après la vente, et il décide d'utiliser ces 15 jours-là pour faire venir, pour faire un opéra sur le bateau, et le film se termine comme ça avec Fitzcarraldo qui a un sourire, qui regarde, factuellement, il a réussi son truc. D'ailleurs, l'expédition en tant que telle qu'on voit dans le film, c'est pas tant la création de cet opéra, mais d'abord il veut devenir riche en récupérant du caoutchouc dans une zone qui est réputée impraticable en fait, parce qu'on ne peut pas remonter une partie de la rivière à cause des rapides, on ne peut pas y accéder autrement, et donc le plan de Fitzcarraldo, donc on y revient, c'est de grimper une colline, de passer d'une rivière à une autre. C'est complètement fou, personne n'y avait pensé, et je pense que s'il y avait autant de caoutchouc à cet endroit-là, c'est factuellement parce que c'est complètement fou de penser à une chose pareille, et c'est ça le plan à l'origine, et c'est ça qui échoue. Et Fitzcarraldo finissant sans doute ruiné, va donc céder la vente de son bateau, mais va quand même conclure son film en faisant son opéra, parce que c'est quand même avec cet argent-là qu'il voulait faire, c'est avec l'argent du caoutchouc qu'il comptait faire cet opéra. Donc à la fin, on va dire que l'objectif du début du film réussit finalement. Le film se termine bien, c'est presque le seul d'ailleurs c'est le seul de toute la collaboration Herzog-Kinski qui se termine plutôt bien, même si c'est peut-être un peu plus doux amer, disons, mais ça se termine quand même relativement bien pour le personnage de Fitzcarraldo. Oui, c'est un petit peu ça, parce que là je pense qu'on va un peu continuer sur toutes les réflexions qui ont été évoquées avec Aguirre, et même un petit peu avant, c'est-à-dire que là on a vraiment une autre approche de l'hubris humain, c'est-à-dire que tu viens de le décrire, l'objectif de base c'est quand même de construire un opéra dans l'Amazonie. Autant te dire un truc qui ne sert strictement à rien. Mais alors vraiment, c'est top 10 des idées, top 7 des idées de con, numéro 7, c'est le Kinski dans le film. Parce que vraiment, c'est pas possible d'avoir une idée pareille. Mais, et c'est là où tu sens vraiment un peu l'approche d'Herzog là-dessus, c'est quelque chose de quasiment naturel pour l'être humain de faire ça. C'est des choses totalement folles, mais qu'il a besoin de faire. Genre, tu sens que le personnage principal, c'est quelque chose qu'il a au fond de ses tripes et il doit amener ça. Genre, il peut pas faire autrement.
Et donc là, tu vas nécessairement avoir cette surprise qui va entrer en contradiction avec la nature, tout ce qui l'entoure. Il a besoin d'argent, il a besoin de caoutchouc, etc. Et au final, c'est la conclusion de quasiment tous les films d'Herzog. À la fin, c'est la nature qui gagne. La nature, elle a pas d'empathie pour ta gueule, elle a pas d'empathie pour ce que tu veux faire. Si ça peut pas passer, ça ne passera pas. Et c'est là où tu as peut-être un rapport un peu plus poétique, artistique à la chose. C'est-à-dire que il réussit pas ce qu'il veut faire, il va pas créer d'opéra dans l'Amazonie, mais il y a quand même, je sais pas, cette espèce de séquence où au début justement, c'est un peu sur ce que je voulais amener. Tu vraiment, c'est ce que je viens de dire, t'entends l'idée de base, tu te dis mais vraiment c'est vraiment une idée de con. Et là, tu as la séquence finale où tu as cet opéra qui se fait au milieu de l'Amazonie sur la mer, enfin pardon, pas la mer, le fleuve, et c'est beau au fait. Et là, tu comprends peut-être un peu plus ce qu'avait l'homme dans sa tête. Tu te dis c'était une idée de fou, mais quand elle est concrétisée, peut-être qu'au fait ça valait un peu le coup de le faire finalement. Parce qu'il y a quelque chose que je sais pas, qui est un peu supérieur, qui me touche particulièrement, et où ça valait le coup de faire ça. Après, bon voilà, c'est un peu, on va dire, pour plus soigner ce que disait Eric au tout début. C'est-à-dire qu'un peu aller contre les avis qu'il pouvait y avoir, notamment à la sortie de Fitzcarraldo. Et c'est là où vraiment je suis pas du tout d'accord et avec l'avis qu'avait présenté Elric, notamment par journaliste à Libération. C'est qu'au fait, l'imbrication entre le tournage de Fitzcarraldo, on ne va pas développer, hein, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui en ont parlé pour qu'on puisse se renseigner tout seul comme un grand. Mais le tournage de Fitzcarraldo et le film sont évidemment intrinsèquement liés. On peut pas ne pas comprendre le film sans comprendre le tournage. Mais, et c'est là tout ce qu'avait réussi à expliquer Elric, t'as pas besoin de le comprendre pour le ressentir. C'est là où c'est très fort. C'est que le film, il a cette puissance-là, et tu peux comprendre d'où vient cette puissance en comprenant le tournage, mais il y a une puissance de base déjà qui se dégage du film. Et ça, c'est pas parce que tu connais le tournage que tu sais ça, c'est parce que le film est puissant en soi. Ouais, non, je vais rebondir du coup pour finir. Bon, moi, je l'ai vu il y a 14 ans, donc ça commence à dater. Mais il était repassé sur Arte. Je sais pas si c'est en même temps qu'Elric l'a vu ou s'il est repassé récemment. Et c'est là que je me suis dit, je l'ai pas revu entièrement parce qu'en fait, la partie dont tout le monde parle, celle des rapides ou celle du passage du bateau, en fait, elle reste assez ancrée dans la tête. Mais il est vrai que j'ai redécouvert du coup la première partie et je trouve que c'est assez absurde de se dire que le film ne repose que sur son tournage. C'est pas le seul film à avoir des projets délirants et des projets farfelus où on va fabriquer je ne sais quel décor gigantesque. Si on prend un exemple qui est assez connu, c'est Griffith avec le fait d'avoir refait entièrement les murs de Babylone en studio avec des murs de 25 mètres de haut et de 4 mètres de large pour faire passer des chars romains. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas le premier à avoir un projet farfelu qui coûte une blinde et qui paraît foufou. Le film est vraiment puissant parce qu'il est puissant en fait. Il l'est parce qu'il raconte, il l'est parce qu'il, comme tu l'as dit très bien, hein, parce que, comme vous l'avez même dit tous les trois, parce qu'il montre, et les premières 45 minutes sont rien chiantes, elles mettent en place en fait tout ce qui va amener à la folie de ce personnage de vouloir faire ça, et sans les 45 premières minutes qui du coup n'ont rien à voir avec le making-of du tournage sur la partie avec le bateau, qui sont un tournage finalement globalement classique dans une ville classique d'Amérique du Sud, où il va essayer de trouver, que ce soit des financements, le bateau, de faire fonctionner son délire, et est tout aussi intéressant finalement que le reste, la finalité également. Et donc je me souviens un peu moins pour le coup, parce que j'ai revu la première partie il y a pas longtemps, et j'ai vu le film du coup il y a assez longtemps, mais je me souviens plus trop de la fin. Mais enfin, venir dire que le film se résume à son making-of, je trouve ça très con, si je peux me permettre, désolé pour l'auteur de Libération. Mais c'est pas... Non, tu l'as très bien dit, le film, en fait, il est puissant parce qu'il l'est, parce qu'il a une histoire intéressante. Même si le projet est con, il va montrer jusqu'au bout la folie d'un homme. Et c'est ça qui fait le film, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un délire de making-of ou d'ego trip derrière d'un réalisateur, parce que je pense pas que ce soit particulièrement le cas. Il a juste cette volonté, comme habituel, d'être naturaliste, d'être réaliste. Je sais pas si c'est inspiré de quelque chose pour le film qui a pu déjà être proposé comme projet à une époque, et si ça se trouve, c'est en partie le cas. Peut-être un projet a eu lieu un jour en Amazonie de vouloir faire passer un bateau d'un bras de rivière à un autre. Mais il n'y a pas besoin de, je pense, même le making-of n'existerait pas, c'est pas grave. Même le délire de tournage n'existerait pas, c'est pas ce que je retiens du film. Le film se suffit à lui-même. Et comme Apocalypse Now se suffit sans le documentaire de sa femme au cœur des ténèbres, je pense que c'est un grand film, beau et puissant dans son message et dans ce qu'il a à montrer, que ce soit les 45 premières minutes dans la ville, le passage du bateau, comme la finalité de non-réussite du coup. Ça, il n'y a pas besoin d'en dire plus.
Mais d'autant que c'est d'autant plus vrai que d'ailleurs Serge Danet disait qu'il préférait le making-of au film en tant que tel, il le trouvait meilleur. Meilleur ou pas, je ne sais pas, je trouve que les deux sont très bien, mais par contre, il suffit de voir le making-of pour bien se rendre compte que factuellement, le film n'est pas son making-of, n'est pas la bande-annonce de son tournage. Pour moi, c'est un non-sens. Et c'est un non-sens et je vais encore, mais on va dériver plus ou moins donc sur ce making-of qui s'appelle Burden of Dreams, qui a été réalisé par, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Les Brank, je crois, mais bon, ça s'écrit LES, donc peut-être Les. Le making-of, pour le coup, je disais que il y a un double piège avec Fitzcarraldo qui est aussi de toujours le comparer, à Aguirre. Moi, je trouve que le making-of de Fitzcarraldo ressemble à Aguirre. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de séquences dans le film où les personnages, comme je disais pour Aguirre tout à l'heure, se font chier. Pas les personnages, du coup, les acteurs. Je dis les personnages du documentaire, mais les acteurs. Les acteurs, Klaus Kinski, les habitants de la forêt amazonienne, là, ceux de des différentes tribus. Même Herzog se fait un peu chier. Alors Herzog, c'est celui qui se fait le moins chier, un peu comme Aguirre dans Aguirre, qui est celui qui, comme il est complètement fou, est obnubilé en fait par sa vision et par cette volonté de réussir son truc, ben Herzog il est un peu pareil. Alors à un moment donné il a plus des moments de doute, ce que n'a jamais Aguirre. Je dis pas que les deux personnages sont complètement identiques, même si le côté relativement, c'est un mot que j'aime pas, mais méta entre Aguirre, Fitzcarraldo et Herzog est assez intéressant. Herzog n'est pas Aguirre, mais il a des moments de doute, etc. Mais c'est ça que je trouve incroyable quand tu regardes ce documentaire, le documentaire qui se focalise essentiellement sur donc l'expédition dans la forêt amazonienne, te traite ça d'une manière mais complètement presque anti-spectaculaire. Alors que Fitzcarraldo, c'est l'inverse quand même. Fitzcarraldo, c'est quand même le personnage, j'entends, et bourré d'ambition et bourré d'énergie aussi, parce que Klaus Kinski le joue vraiment avec une énergie, une volonté ambitieuse de faire monter ce bateau, de le faire traverser la montagne pour aller dans l'autre rivière, d'ailleurs qui tranche encore une fois avec Aguirre, mais qui tranche aussi complètement avec ce que pensait Klaus Kinski de ce projet d'Herzog, qu'il considérait complètement fou, impossible, et d'ailleurs, donc on apprend dans le making-of qu'il y croyait pas du tout à ce projet, et c'est d'autant plus drôle que quand tu vois le bateau bouger dans le film, Kinski il est là, il saute partout, il jette son chapeau en l'air, il dit « on y arrive, c'est trop bien, le bateau bouge », alors qu'en fait, il en croyait pas un mot de ce qu'il disait. C'est pour ça que non, je trouve que Fitzcarraldo n'est pas la bande-annonce de son tournage comme le pense Serge Danet. Je pense que c'est deux choses différentes et il suffit de voir donc Burden of Dreams de Les Brank pour bien comparer, différencier les deux, ne serait-ce que dans l'esprit, dans le ton des différents films. Par contre, j'apporterai deux petits points négatifs. Un sur le documentaire, c'est que finalement, alors il est focalisé sur le tournage et sur Herzog, ce qui est normal. Il ne traite pas du tout de Klaus Kinski, qui est quand même le personnage principal du film et qui était imbuvable sur le tournage de Fitzcarraldo. Alors bien heureusement, et on y viendra un petit peu plus tard dans le podcast, on aura le documentaire Ennemi intime de Herzog qui reviendra sur Klaus Kinski sur les tournages de ses films, donc heureusement qu'on a eu ça. Mais du coup quand tu vois Ennemi intime, tu te dis bon, quand même Burden of Dreams, il a un peu, il a pas voulu trop écorner l'image de Kinski, donc pour l'anecdote, qui était vivant lors de la sortie du making-of, qui était mort à la sortie d'Ennemi intime, tu te dis bon, il n'a pas voulu écorner son image de son vivant, mais voilà, Kinski était vraiment imbuvable. Ça, je vais pas dire que c'est un mensonge, mais c'est un mensonge par omission. Et ensuite, je vais terminer sur un truc. Alors, je vais faire un petit peu mon rabat-joie. Là, pour le coup, c'est quand même ce projet un peu douteux d'Herzog qui consiste à raser un flanc entier de montagne, donc à tout ravager, à détruire les arbres, à détruire un flanc, à faire voilà, importer des bulldozers, apporter de l'essence et des machins et tout, et mettre en péril d'ailleurs la vie des humains en règle générale pour son projet complètement fou et mégalo. Personnellement, je trouve ça relativement douteux. Éthiquement, enfin voilà, je sais pas si c'était vraiment, je veux bien que ça soit spectaculaire, je veux bien que ça soit jamais vu, je veux bien que ça soit des nouvelles images. Maintenant, je pense qu'on touche un petit peu quand même à la limite en fait de ce que on a le droit de se permettre au nom du cinéma. Je pense pas que ravager la nature en fasse partie. Maintenant voilà, c'est mon avis un petit peu de gros rabat-joie, d'autant que en plus, bon, Herzog
quand même comment dire, l'humilité de bien prendre conscience que tout ça ne rime à rien, puisque dans son propre film, tout ça ne rime à rien, et il le dira même d'ailleurs dans son journal intime et dans le nom de certaines choses qu'il donne, où il parle fréquemment d'inutilité, même sur le making-of, il s'en rend compte. Alors d'accord, il s'en rend compte, mais au final, est-ce que c'est pas pire de se rendre compte que t'as ravagé tout ça pour rien, finalement, pour un truc qui est juste, c'est juste histoire de faire une séquence, une belle séquence, de faire des beaux trucs. Bon, je sais pas, voilà. Moi, je trouve que c'est un peu douteux. Je fais un peu mon rabat-joie, mais voilà. Non, mais justement, c'est là où, alors là, je vais un peu paraphraser pour, on va dire, pas paraphraser, pardon, conclure sur le dernier truc que je voulais évoquer, c'est-à-dire le livre qu'avait écrit Herzog pour parler de ça. En fait, son livre, c'est plutôt son journal intime qu'il a fait, Conquête de l'inutile. Et c'est justement, en fait, c'est quasiment tout le sens que va faire Herzog dans, là, on parle de ses collaborations avec Klaus Kinski, on pourrait parler énormément de ses films et de ses documentaires. Là, je vais notamment exprimer, on va dire, enfin, comparer ça avec un documentaire très connu de lui qui s'appelle La grande extase du sculpteur sur bois Steiner, qui en gros sont sur des gens qui font du saut à ski. Alors dit comme ça paraît pas glorieux, mais le film est vraiment extraordinaire et en plus il est très beau visuellement. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui l'intéresse justement, c'est tous ces gens qui vont faire ces choses-là, mais pour rien en fait. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en danger, ils vont faire des choses, et lui il s'intéresse, il va se dire mais pourquoi ces gens font ça en fait? Et il y a toujours une espèce de quasiment réflexion assez profonde qui lui-même il dit mais au fait tout ça c'est inutile parce qu'il en a bien conscience, mais je pense que c'est quelque chose qui se sent beaucoup dans Fitzcarraldo et qui, à mon sens, peut expliquer pour moi toute la démarche d'Herzog. En fait, ils peuvent pas faire autrement. C'est un type d'homme, et c'est là où, pour moi, Herzog, il a un intérêt assez glorieux. Il va pas te parler de l'humanité en tout, il va parler vraiment d'un type d'homme particulier, et c'est un type d'homme à la limite de la folie, voire même très souvent qui la dépasse, mais qui font des choses au-delà de ce qui serait logique de faire, mais parce qu'ils sont incapables de faire autrement. Et c'est pour moi tout le but de Fitzcarraldo, c'est un homme qui a une idée folle de base et qui va faire des choses folles pour y arriver, qui est pas loin d'y arriver en plus, c'est quand même, il surmonte pas mal de choses pour ça, pour qu'au final ça rate. Et au final, c'est un peu toute la question qui se pose, et que je pense c'est un peu une tension interne, c'est quand même Herzog, c'est un peu un personnage un peu torturé, et ça sent quand même dans ce documentaire, c'est qu'en fait il se dit mais putain, mais pourquoi je fais ça, mais ça sert à rien et tout, mais il peut pas faire autrement. Et c'est, je pense, un peu, même tu peux critiquer éthiquement, moralement, humainement, tous ces trucs-là. On peut pas, et c'est des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Cette folie-là, il doit la mettre en scène, il doit la mettre sur la pellicule, et c'est ça ou mourir. Et lui, il a décidé de faire ça. Moi, avant qu'on passe à Cobra Verde, je vais juste rebondir sur ce que disait Snake. Je trouve que c'est pas du tout être rabat-joie, et je suis même assez d'accord avec ce que tu dis. Mais je pense que c'est le genre de choses sur lequel je reviendrai plus largement quand on parlera du documentaire Ennemi intime, sur ce côté un peu mégalo qu'a aussi Herzog, qui peut être questionnable moralement. On a très peu fait mention, par contre, en parlant du documentaire, c'est juste pour faire une dernière aparté, je crois que tu l'as vaguement évoqué au tout départ, Elric, mais c'est assez drôle aussi de voir que Herzog, il a failli ne jamais faire Fitzcarraldo, puisqu'on apprend dans ce fameux documentaire qu'il avait tourné 40% des scènes avec Jason Robards et Mick Jagger, qui jouaient, on va dire, deux facettes du rôle de Fitzcarraldo qui est incarné par Klaus Kinski. Le premier a dû quitter le tournage à cause d'une maladie, le deuxième, parce qu'en fait, je crois qu'il devait tourner Tattoo You, je crois, enfin avec les Rolling Stones, il a dû retourner faire une tournée, etc. Et du coup, il a dû mettre 40% du film à la poubelle, d'après ce que dit Herzog dans le documentaire. Et j'aime beaucoup ce que dira Herzog à propos de Mick Jagger. Alors j'en parle parce que j'adore les Rolling Stones, tout simplement. Il disait qu'il était irremplaçable. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de remplaçant pour le rôle de l'assistant de Fitzcarraldo, qui sera un peu du coup fondu dans celui de Klaus Kinski, et dira que la perte de Mick Jagger dans son film sera la plus grande perte de sa carrière. Enfin, c'est ce qu'il dira dans le documentaire au moment de making of de la tournée, parce que derrière il a quand même fait une grande carrière. Peut-être qu'il aura changé d'avis entre temps. Je vais du coup entamer sur le dernier film de la collaboration entre Kinski et Werner Herzog, qui s'appelle Cobra Verde. To slavery, the greatest misunderstanding in the history of mankind.
Après avoir perdu tout son bétail à cause de la sécheresse, Francisco Manuel quitte le Sertão brésilien, devient hors-la-loi et se fait appeler Cobra Verde. Devenu l'intendant d'un planteur, ce dernier l'envoie au Dahomey pour ramener un convoi d'esclaves et, en réalité, pour se débarrasser de lui. En effet, le souverain local extermine impitoyablement tous les blancs qui s'aventurent sur les terres du Dahomey. Cobra Verde, alors bon, moi, c'est pas mon film préféré de la sélection, mais comme je l'ai souligné tout à l'heure, Nosferatu n'était pas forcément mon film préféré non plus, et j'ai pas parlé durant le film, mais je n'avais pas du tout aimé Wojciech, donc pour le coup, Cobra Verde, je pense que c'est celui qui va se situer au niveau de Nosferatu, et j'aime beaucoup le fait que Herzog aille tourner en Afrique. Je trouve que ça lui permet, et c'est ce qu'on dit beaucoup depuis tout à l'heure, de nouvelles images. Il arrive à tourner des nouvelles choses, tout simple. Enfin, je pense que j'ai aimé le film juste pour ça. C'est peut-être des 5 films celui qui a le plus de moments suspendus, dans le sens où, comme je l'avais décrit tout à l'heure, ces instants un peu où on a la sensation qu'Herzog a simplement posé sa caméra et a filmé les gens en train de faire des trucs, et qui ensuite il a incorporé ça dans son film mais que ça n'a pas vraiment d'intérêt scénaristique en tant que tel. Alors, je trouve que c'est un film qui, je sais pas comment dire, ça fait con de dire ça, mais c'est un film qui change. Ça nous permet de voir des nouvelles choses, des choses qui m'ont beaucoup fait rire, hein. Moi, franchement, je vois vraiment une trilogie thématique entre Aguirre, Fitzcarraldo et Cobra Verde, de Kinski avec son air un peu halluciné, qui marche dans le vide et qui fait rien, et qui est là avec son air de mec complètement maboule. Genre, c'est vraiment, il est vraiment génial dans ce rôle-là, on va pas se mentir. Je pense que ça joue énormément par rapport à sa réelle personnalité, mais ça colle tellement avec ce personnage de Cobra Verde qui est assez génial. Et puis ce personnage qui a, enfin, franchement, il faut le dire, qui a une chance de cocu, il s'en sort toujours, mais c'est complètement improbable la manière dont il se sort de toutes les situations dans lesquelles il se retrouve. Le gars, c'est vraiment un personnage qui est... En plus, tu comprends pas pourquoi on continue de l'aider, alors que finalement, lui, son seul but, c'est de réaliser ce pourquoi on l'a envoyé là-bas, c'est-à-dire rétablir l'esclavage. Et pourquoi, du coup, ces gens-là continuent de l'aider, alors que son but derrière, c'est quand même ça. Enfin, ça paraît improbable. Et d'ailleurs, l'ironie de la situation, et ce pourquoi on regarde un peu on parle un peu de tous les films Herzog versus Kinski de cette manière, c'est à la fin, ça se termine encore une fois, il est pas payé, rien ne va, son projet tombe à l'eau, enfin voilà, ça se finit encore un peu n'importe comment, et ça se finit, je trouve, dans une dernière scène que pour le coup je trouve assez splendide, de Cobra Verde qui essaye de pousser un bateau pour fuir le Dahomey et qui n'y arrive pas, et qui va, on va dire, disparaître progressivement dans l'eau. Herzog qui terminera en filmant un estropié, enfin il est handicapé, il a vraiment un très lourd handicap, mais il est là, il est en train de regarder Cobra Verde en train d'échouer, en train de disparaître. Et quand on sait que c'est du coup le dernier film de leur collaboration, ça donne un côté presque un peu, quand tu regardes les 5 à la suite en ayant en tête qu'il n'y aura plus rien après Cobra Verde, ça donne un côté un peu mélancolie. Tu te dis ça y est, c'est terminé, on verra plus Klaus Kinski chez Herzog. Herzog continuera sa carrière encore des années, de nombreuses années plus tard. Kinski décédera peu de temps plus tard, il me semble que Cobra Verde sort en 87 et Kinski doit décéder en 91, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça apporte une certaine mélancolie. Après, effectivement, c'est pas le film le plus intéressant des 5, même si je trouve que les nouvelles images apportées par le fait de filmer en Afrique sont assez intéressantes et parfois, encore une fois, vraiment très jolies. Alors, pour enchaîner, si vous me permettez, évidemment. Moi, le rapport que j'ai avec Cobra Verde, il est un peu particulier parce qu'il est absolument passionnant s'il est remis, on va dire, dans toute la continuité de la filmographie d'Herzog, dans plusieurs aspects que je vais développer juste après. En tant que lui-même, je trouve le film sympa sans plus. Voilà, genre c'est vraiment 7 sur 10, sur Sens Critique, allez hop, envoyez ses pesées. Mais au-delà de tout ça, vraiment, je trouve le film, et voilà, il est agréable à regarder, mais pas plus que ça. En revanche, il a beaucoup d'intérêt. Notamment l'intérêt que tu viens de dire, vraiment cette espèce de séquence finale où, pour la première fois, en fait, on voit vraiment un Klaus Kinski qui n'y arrive plus, au fait, tout simplement, et c'est quelque chose d'assez particulier à voir. C'est vraiment le mélange entre le personnage et la personne, où tu sens vraiment que il peut plus rien faire, au fait, Klaus Kinski. Et que le film se finisse là-dessus, honnêtement, c'est comme tu as dit, une espèce de mise en abîme assez intéressante. En revanche, moi, l'élément qui vraiment m'intéresse le plus, c'est le fait que, justement, Herzog va filmer en Afrique. Herzog, c'est quand même un des rares réalisateurs qui a filmé sur les 7 continents, Europe, Asie, Afrique, Australie et alentours, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Arctique. Il a quasiment tout fait. Il avait comme projet de tourner dans l'espace, mais bon, vu l'âge du bonhomme,
Je pense qu'on peut mettre ça un peu sous le tapis. Ils sont très stylés cependant. Mais ça fait que là, on est sur le premier film qui va tourner en Afrique et on sent que c'est vraiment un continent sur lequel il a un peu du mal à l'appréhender, je trouve en tout cas. Le film commence d'ailleurs en Amérique du Sud, qui est quasiment son continent de prédilection, en tout cas celui avec lequel on le rattache le plus. Et là, il va se ramener en Afrique et on sent qu'il a un peu du mal notamment à traiter son sujet, qui au départ est très intéressant, c'est-à-dire qu'on est quand même au début du 19e siècle. C'est-à-dire que la traite négrière, la traite transatlantique est quasiment finie, il y a beaucoup de pays qui ont commencé à l'interdire, etc. Et d'ailleurs, ironie de l'histoire, à la fin du film, forcément, le moment où il arrive enfin, sans vouloir être un peu méchant dans la description, il arrive enfin à pouvoir avoir des esclaves, et ben le Brésil, il interdit l'esclavage, et allez hop, turlututut, il est dans le cul, donc il ne peut plus rien en faire. Mais pour moi, il a quand même ce rapport assez intéressant, je trouve, c'est-à-dire que vraiment, il va aller dans le royaume du Dahomey, qui est l'un des plus grands royaumes d'Afrique, en tout cas l'un de ses plus connus, il y a quasiment des âges d'or. Il va très bien montrer, moi je trouve, l'élément assez intéressant de l'esclavage, qui est que forcément, il va devoir essayer de traiter avec les locaux pour pouvoir justement qu'il y ait, en gros, qu'il y ait un pillage d'esclaves. En fait, il va avoir l'Afrique qui va se vendre elle-même. Et il y a cette espèce d'image finale, justement, assez horrible, où tu as ce personnage que tu as dit, atteint du paludisme. On a très clairement cette espèce d'image d'une Afrique totalement cassée en deux due à l'esclavage. Une Afrique qui s'est vendue à elle-même, une Afrique qui s'est cassée elle-même, et qui du coup se retrouve ne pouvant quasiment plus continuer, en sachant que du coup forcément il n'y a quasiment plus personne pour pour acheter les esclaves, et donc on se retrouve face à un pays cassé sur les rotules. Voilà, moi je trouve que c'est, on va dire, l'élément plutôt intéressant du film, au demeurant. Alors je vais rebondir. Moi, j'aime bien le film aussi. Je pense que j'ai le même avis que Vincent, 7 sur 10, très sympa. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Jordan, sur le fait qu'il y a une espèce de trilogie thématique entre Aguirre, Fitzcarraldo et Cobra Verde, et je pense que ce qui nuit au film, c'est le fait qu'il soit moins bien que les deux autres, parce qu'effectivement, on peut trouver des rapports entre les trois films. Mais bon, là, je vais aborder un peu ce qui est l'éléphant dans la pièce, et ce qui fait que je pense le film, en grande partie, fonctionne moins bien, c'est le doublage. Parce que si, pour Aguirre, on l'a pas évoqué, mais le film avait été tourné en anglais et entièrement redoublé en allemand, ça fonctionnait parfaitement. Là, le film a été tourné en allemand, je crois, et retourné entièrement en anglais, enfin redoublé entièrement en anglais, et c'est complètement catastrophique. C'est-à-dire on n'y croit pas une seule seconde. C'est un des plus mauvais doublages que j'ai vu de ma vie. Après, bon, je regarde peu de trucs doublés, et moi, ça m'avait complètement sorti du film quand je l'avais vu. Malgré ça, il reste la mise en scène de Herzog, reste une ambiance. Et bon, je vais pas revenir dessus, mais c'est évidemment ce qui est le plus marquant, cette scène finale qui est absolument magnifique, peut-être une des plus belles du cinéma d'Herzog. Mais voilà, moi je pense que ce qui fait que le film fonctionne un peu moins bien, c'est ça, c'est ce doublage complètement raté qui perturbe l'expérience esthétique qu'on peut avoir devant le film. Alors, pour moi, c'est la collaboration entre les deux qui m'a le moins plu. Alors, je vais refaire mon vieux encore une fois. L'histoire, c'est toujours sympathique. Je l'ai vu il y a 12 ans, du coup. Et celui-là, je l'ai vraiment pas revu, donc j'en ai peu de souvenirs. Le peu de souvenirs que j'ai, c'est pareil que Aguirre, ou un peu Fitzcarraldo, c'est l'intérêt que peut avoir Herzog d'un point de vue purement historique, par sa représentation très, très réaliste et très naturaliste des lieux où il va visiter, des fameux continents qu'il visite et qu'il va filmer. C'est qu'il y a toujours un aspect documentaire, et là, sur la fin de la traite négrière, il y a toujours il y a un côté assez réaliste, assez historiquement juste, qui peut être intéressant et qui peut être utilisé. Enfin, personnellement, étant prof, même en classe, sur certains passages, ça peut être intéressant, surtout sur cette fin de l'esclavagisme qui sera définitivement aboli un petit peu plus tard. Mais c'est surtout sur cet aspect-là que je retiendrai. Au demeurant, c'est un film qui m'a, de souvenir, beaucoup ennuyé, et pas plus que ça. Peut-être du fait de l'épuisement de Kinski, je le trouve moins clinquant, moins... Alors, du coup, vous trouvez ça intéressant, et moi, à l'époque où je l'ai vu, je l'ai trouvé moins clinquant, moins intéressant que ce qu'on peut voir après, et puis voilà. Ok, bah du coup, je crois que c'est toi qui dois présenter Ennemi Intime, alors si tu veux enchaîner. Ennemi Intime. Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus. War nicht ganz normal. Aggressiv. Vom Charakter her war diabolisch. Wir waren zusammen wie zwei kritische Massen,
die eine gefährliche Mischung ergaben, wenn sie in Berührung kamen. Los, machen Sie die Kamera und drehen den Scheißdreck runter! Das werde ich nicht tun, Herr Kinski. Ja, Ich entfernte ihn darauf aus dieser Einstellung. Kinski tobte, ich sei größenwahnsinnig geworden. Ennemi intime. Donc Ennemi intime, dans le documentaire réalisé par Herzog en 1999, donc 8 ans après la mort de Klaus Kinski, qui est mort en 91, peu de temps après son dernier film, qu'il voulait d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, qu'il voulait faire réaliser, donc film sur un violoniste, qu'il voulait faire réaliser par Herzog, et Herzog a refusé. Donc Herzog réalise ce documentaire Ennemi intime quelques années après sa mort pour revenir sur leur collaboration, et c'est un documentaire que je trouve vraiment personnellement très intéressant et qui m'a vraiment beaucoup plu et presque touché sur leur espèce de collaboration je t'aime moi non plus, ou amour et haine un peu entre les deux personnages. Le film commence par une anecdote, et même le résumé commence par cette anecdote de Herzog qui rencontre Kinski à l'âge de 13 ans dans une maison commune en Allemagne, classique de la fin de la guerre, pauvreté obligeant, etc. Et Kinski étant à cette époque un banal acteur de théâtre, où il casse tout dans la pièce, il expose absolument tout, et Herzog se dit à ce moment-là, jamais je jouerai avec ce mec, et puis 20 ans plus tard, il l'engage pour Aguirre. Faut quand même être un peu foufou. Mais ça revient sur quelque chose que vous avez dit tout le long de l'émission, un peu tous, c'est que il n'y a pas que Kinski qui est cinglé et qui est fou sur les tournages, et qui provoque finalement cette espèce de conflit entre les deux. Je pense qu'Herzog l'est tout autant, parce que Kinski n'a pas collaboré qu'avec Herzog dans sa carrière. Il y a même des réalisateurs avec qui, il y en a qu'un avec qui il a davantage joué, Alfred Vohrer, il a joué beaucoup pour Franco, etc. Et on n'a pas ce genre de documentaire qui émane de ces réalisateurs-là. Je pense que on est vraiment face à deux têtes brûlées, de fous, si on peut se permettre, vraiment au sens pas forcément le plus propre du terme, mais vraiment de mecs qui ont une vision particulière, une manière de faire du cinéma qui est parfois aux antipodes, en tant qu'acteur et en tant que réalisateur de l'autre côté. Et c'est ça qui marche bien dans le documentaire Ennemi intime, c'est qu'il le montre d'une manière finalement assez touchante, cette folie des deux finalement des deux côtés. Et voilà, c'est intéressant si vous aimez la relation entre les deux. Ça vient un peu achever, mettre fin à tout ce qui a pu se dire, je pense, à l'époque sur leur collaboration. Et ça vient le montrer d'une manière intéressante, surtout qu'Herzog est un très bon documentariste. Enfin, ses documentaires sont toujours cinématographiquement impeccables. Là, c'est le cas, même s'il y a beaucoup d'images d'archives. C'est toujours un plus. C'est pour ça qu'on finit aussi l'émission sur ce documentaire. C'est toujours un plus de le voir si vous aimez les 5 films qu'ils ont fait ensemble. Alors, pour faire une petite parenthèse, parce que moi je vais pas parler longuement du film, parce que je pense qu'on va tous à peu près dire la même chose. En revanche, et ça c'est plus un peu contextuel, l'anecdote que tu viens de raconter au début, voilà, il aurait rencontré, là je parle au conditionnel parce que justement c'est un peu le but de la chose, il l'aurait rencontré à 13 ans en tant qu'acteur, etc. Alors j'ai pas vérifié, mais connaissant le bonhomme Herzog, dans ses documentaires, la première anecdote que tu vas voir, la probabilité qu'elle soit fausse avoisine à peu près les 95%. Et donc ça donne, c'est honnêtement l'une des approches qu'a Herzog qui est assez particulière du documentaire. Il peut de temps en temps dans son documentaire mentir, mais cela n'a pour but uniquement que justement se rapprocher de la vérité. Et c'est là un aspect un peu paradoxal dans ses films, c'est qu'il va des fois mentir, ou justement dans ses fictions il va montrer des choses crûment vraies, justement parce que lui il veut plutôt se rapprocher de l'essence de la réalité des choses. Et donc là, cette anecdote probable, possible, mais vrai, ça on n'est pas sûr, au final, c'est l'une de ces phrases un peu fétiches, en étant faux, j'arrive à être plus proche de la réalité. Maintenant, le deuxième aspect que je peux dire, c'est que moi j'ai découvert justement Werner Herzog avec ce documentaire, en tout cas la collaboration Herzog-Kinski avec ce documentaire, et ça a été, on va dire, une grille de lecture très intéressante pour tous les films ensuite que j'ai pu enchaîner. Donc si vous voulez commencer par un film, je peux vous conseiller de commencer par celui-là, parce que ça peut être, on va dire, un moyen d'appréhender les 5 autres de façon un peu plus facile. Moi, je vais pas m'éterniser beaucoup sur le documentaire, hein, je le trouve très très bien, il est très touchant. En revanche, je pense que je vais finir sur sur un ton un peu plus froid, mon intervention, c'est-à-dire que on a parlé de la folie de Kinski, de la folie de Herzog, et je pense qu'il serait, on fait un épisode sur Kinski Herzog. Je pense que c'est quand même important de rappeler que Kinski, c'était pas juste un fou furieux, un peu excentrique, ça, c'est un véritable fils de pute
qui a violé ses filles pendant toute leur enfance et qui humainement était un monstre. Et il était odieux avec absolument tout le monde. Enfin, je pense que dans cet épisode, on a envie de parler des films parce qu'on les aime ça, mais on n'a pas envie d'entretenir une espèce de fascination pour ce personnage absolument exécrable qui était Kinski, quand bien même on adore les films dans lesquels il a joué, notamment la collaboration avec Herzog. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas abordé dans le documentaire. Le fait que Kinski était un père incestueux, c'est pas abordé dans le documentaire, c'était pas sorti à l'époque. Bon, après, vu la relation qu'avaient Herzog et Kinski, moi, ça m'étonnerait pas que Herzog était au courant déjà à l'époque. Mais là, on n'est que sur de la spéculation. En tout cas, je vous recommande évidemment de visionner ce documentaire, hein, quand même, qui est vraiment très très bien. Moi, je pense même pouvoir dire que c'est un de mes documentaires de Herzog préférés parce qu'il est vraiment touchant. Il se met vraiment, entre guillemets, un peu à nu dedans, dans lequel il parle de sa relation avec Kinski, mais il me semblait un peu capital de quand même revenir là-dessus, puisque entre guillemets, on offre de la visibilité. Bon, besoin de que dalle, c'est des films très connus, à cet acteur. Je pense que c'était quand même important de remettre l'église au milieu du village et de rappeler quand même que humainement qui était Kinski. Oui, non, mais tu fais bien, et de toute façon, si tu l'avais pas fait, je l'aurais fait. Kinski était une véritable merde. Je veux dire, ça, faut quand même être plus ou moins clair là-dessus. Le type est complètement fou. Le type est tellement complètement fou que les habitants de la tribu de la forêt amazonienne ont proposé à Herzog de se débarrasser de lui. Je sais plus si c'était sur le tournage de Aguirre ou de Fitzcarraldo. Il me semble que c'est Fitzcarraldo, mais ils lui ont dit si tu veux, on le bute, le mec. Nous, on s'en fout, on le laisse carrément dans la jungle. C'est pas notre problème, en fait. On s'en tape, nous, de Klaus Kinski. Et ils en avaient peur, et le type était complètement fou. Et d'ailleurs, il y a une relation où, justement, Herzog le souligne un petit peu dans son film. Kinski était persuadé d'être l'ami des gens de cette tribu, etc., qui s'entendaient super bien, que tout était très bien, alors que Herzog le dit, il pouvait pas le blairer, c'était impossible. Enfin, je dis, ils en avaient peur. Pour eux, c'était un fou complet, un gars mais qui était terrifiant, quoi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au making of de Fitzcarraldo, qui est peut-être fait dans le mensonge par omission, parce que quand on voit les autres séquences, parce que dans Ennemi intime, on revoit des séquences de ce documentaire, notamment quand Herzog parle du fait que la jungle, elle est sans pitié, que la jungle, elle est ci, que la jungle, elle est ça, etc. Il y a tout un monologue d'Herzog qui est repris dans Ennemi intime. Mais il y a aussi toute la documentation sur le comportement de Kinski dans Fitzcarraldo, puis en l'occurrence, enfin voilà, dans tous les autres films, hein, mais dans Fitzcarraldo, où il était vraiment imbuvable, il était exécrable, c'était vraiment une sous-merde. Parce que autant Herzog pouvait être considéré comme un peu fou on va dire dans sa folie un peu mégalo de vouloir tourner des choses pareilles. Alors évidemment, bon, il se donne peut-être le beau rôle aussi dans ses films, je sais pas, mais il n'est pas documenté. En tout cas, on ne sait pas grand-chose par rapport à ça, du fait qu'il était imbuvable, insupportable, exécrable, que c'était un agresseur, que c'était ci, que c'était... Non, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça qui est documenté sur Herzog, alors que Kinski, c'est un secret de polichinelle. Il n'y a pas besoin de se renseigner énormément pour se rendre compte que le type était une merde. Voilà, mais sinon, à part ça, le documentaire, si on traite Kinski comme un personnage de film, de documentaire, j'aime beaucoup ce qu'en fait Herzog quand même. C'est-à-dire, on est à la fois sur le personnage qui est complètement fou, complètement halluciné, complètement insupportable. Parce que le film commence quand même sur Kinski qui pète un plomb il est sur une scène de théâtre, un peu comme s'il faisait une espèce de représentation, une sorte de one-man show, mais je me comprends. Et le gars en fait déjà il est déjà en train de hurler sur je ne sais plus qui, soit le public, soit, enfin bon bref, il est en train de hurler comme on verra Kinski hurler pendant à peu près 60% du film. Mais à côté de ça, il y a une certaine tendresse qui se dégage quand même. Herzog dégage vraiment une certaine tendresse vis-à-vis de Kinski, de leur relation. Comme l'a dit Arthur tout à l'heure, un petit peu cette sorte d'amour vache entre les deux, où en fait... ils peuvent pas se blairer sur un tournage, mais à chaque fois qu'ils se séparent un certain temps et qu'ils se retrouvent, ils font toujours, on dirait, les meilleurs amis du monde. Alors après, c'est pareil, à un moment donné, ils se revoient, il me semble que c'est au Festival de Cannes, Kinski en fait des caisses avec Herzog, mon poteau, machin, tout ça. Bon, après, quand tu vois les plans sur le visage d'Herzog, t'as pas l'impression qu'il est si heureux que ça de voir Kinski, lui. Mais bon, bref. Mais voilà, il y a quelque chose, Kinski est vraiment traité d'une manière, à la fois dans sa folie, dans son côté insupportable, dans son côté exécrable, mais malgré tout se termine aussi,
peut trouver que c'est peut-être le point le plus douteux du film, se termine sur une séquence qui est quand même très belle de Kinski en train de sourire et en train de jouer avec un papillon. Voilà, c'est une séquence qui est très belle. On peut juger qu'elle est assez douteuse. C'est pas forcément facile, mais il faut prendre peut-être ce film-là, ce documentaire, comme un documentaire sur un personnage, comme si c'était un personnage de film et non pas une vraie personne documentée. Dans ce cas-là, voilà, on en tirera une expérience qui est assez sympathique, qui est très bien d'ailleurs. Enfin, moi, c'est un documentaire que j'ai vraiment adoré. Hein. J'ai adoré suivre ça, suivre leurs péripéties au fil des décennies. C'était vraiment génial. D'autant qu'on revient sur tous les films de leur collaboration. Après, Vincent, tu disais tout à l'heure que ça pouvait être une bonne idée de commencer par ça. Oui, d'accord. Mais alors, faut vraiment pas être sensible au spoil, hein, parce que du coup le documentaire vous spoil tous les films, les 5, hein, je veux dire, vous connaîtrez l'intégralité de tous les films. Certes. Non mais il faut quand même le souligner, parce que les gens qui sont sensibles au spoil et qui commencent par ça, vous allez vous foutre en l'air les 5 films de la collaboration. Donc bon, mais de toute façon, c'est pas du tout pour l'intrigue qu'on regarde un film d'Herzog. Je pense que on a été assez clair sur ce point depuis tout à l'heure. Après, oui, ça me semblait aller un peu de soi que si vous regardez le documentaire, vous allez quand même un petit peu voir les 5 collaborations qui sont faites ensemble. Donc, de fait, il allait y avoir quelques explications sur les films. Mais maintenant, on peut peut-être, pour conclure, ou en tout cas, on verra si ça sera gardé ou pas. Moi, je trouve que justement, il ne faut pas non plus, comment on pourrait dire ça, déshumaniser et, pour le dire plus proprement que ça, parce que c'est pas vers là où je veux l'amener, mythifier le personnage dans Ennemi Intime. C'est justement, en fait, c'est pour moi toute la force qu'a Herzog, parce qu'il a fait plusieurs documentaires, plusieurs styles de documentaires. Pour moi, Ennemi Intime, il s'inscrit dans ces documentaires où il va faire le portrait de quelqu'un qui a vraiment existé. Et en l'occurrence, c'est un portrait assez particulier, parce que c'est un portrait d'une personne qu'il a intimement connue, d'où le terme Ennemi Intime, intimement connu parce qu'il a collaboré plusieurs fois dans ses films. Et Kinski, c'est notamment ce qui est montré à l'intérieur, c'est que Herzog, enfin, je suis pas sûr qu'il aime vraiment Klaus Kinski. Hein. Ça se sent vraiment très fortement dans le documentaire. On sent vraiment qu'il y a une espèce de rapport très particulier comme relation où à la fois ça a toujours créé des films, justement. Leur rencontre a toujours été très fructueuse sur tout cas ce que ça a donné, mais ça a toujours été très douloureux pour Herzog. Et en même temps, il a un peu le côté vraiment paradoxal du fait qu'il se sent devoir y revenir plusieurs fois parce qu'il sent qu'il n'y a que Kinski qui pourrait aborder ce rôle de façon adéquate. Mais pour revenir, c'est notamment ce qu'avait dit Elric ou Snack. Je pense que personne ici ne défendra jamais Klaus Kinski, et c'est quand même notoirement connu maintenant que c'était une personne assez abominable. Mais c'est là où justement, je pense que le film peut être assez juste, c'est-à-dire qu'en fait, Herzog, il n'a pas le même rapport que pourrait avoir n'importe qui avec Klaus Kinski. C'est pas ces filles qui, de façon parfaitement méritée, détestent leur père. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur en vouloir de ça, hein, vu le père qu'elles ont eu. C'est pas comme nous qui, Klaus Kinski, pour nous, c'est juste un acteur et on peut juste lire sa biographie sur Wikipédia. Non, Werner Herzog, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé avec lui, et donc même s'il le déteste, même s'il le trouve absolument odieux, insupportable, infect dans tous les aspects, que ce soit les aspects personnels qu'ils ont eu entre eux, mais aussi les aspects que tu vois dans le film. Klaus Kinski, il n'est pas qu'infect avec 2-3 personnes, hein, c'est juste une personne tout simplement psychotique, mais sincèrement, hein, du clinique. Mais à la fin, justement, Herzog, il peut pas s'empêcher de faire quelque chose qui est personnel, et que honnêtement, moi, je peux pas critiquer Herzog, c'est que il peut avoir un peu de tendresse pour lui, parce que Klaus Kinski, ça reste un véritable être humain, et comme tous les êtres humains, c'est pas des êtres parfaitement maléfiques de A à Z. Même si Kinski se rapproche, il a toujours une forme d'humanité un peu attendrissante, un peu douce, une forme de douceur, et qui, je pense, justement, pouvait amener toute la force, on va dire, le pouvoir d'acteur qu'avait Klaus Kinski, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était vraiment torturé de l'intérieur, qui fait que ça a été humainement une personne très critiquable, on peut dire ça comme ça. Mais c'est justement, quand tu vois le film, c'est tout ça qui fait que tu le trouves absolument fou dans ces films, en fait. C'est justement tout le rapport torturé qu'il a par rapport à lui-même, par rapport aux autres, et par rapport au fait que c'est une personne assez malsaine dans sa tête. Je pense pas qu'il faut justement venir faire une espèce de mythification inverse du personnage. Faut pas le mythifier en le rendant beau, faut pas le mythifier en le rendant parfaitement infect. Il faut le montrer tel qu'il était, et je pense que toute personne qu'il était, il devait avoir... comme on sent à la fin, peut-être qu'avec quelques personnes, il était sincèrement, honnêtement doux. Peut-être qu'il avait une forme de douceur en lui, mais il avait aussi tout le reste, et je pense que le film n'élude aucun de ces aspects. D'autant que le film l'évoque assez rapidement, mais
il avait des relations relativement normales avec les rares femmes de la collaboration des 5 films dont on parle. Alors j'ai oublié celle qui l'accompagne dans Wojciech, qui me semble en plus a eu un prix à Cannes. Eva Mates. Oui, c'est ça. Après, il y avait aussi pareil à Fitzcarraldo, ça veut dire que c'est les 2 femmes qui, justement, viennent expliquer comment c'était passé. Je sais plus pour Adjani, par contre. Je sais plus si, justement, avec Adjani, ça s'est très mal passé ou très bien passé. Mais voilà, c'est les exemples de dire que au fait, expliquer ça, ça reste des faits. Et ça n'enlève en rien le fait qu'il était infect avec d'autres personnes et infect à un niveau, on va dire, légal. C'est justement montrer tous les paradoxes que peuvent avoir les êtres humains les plus horribles comme les plus merveilleux. Voilà. En l'occurrence, Kinski fait partie de la première catégorie. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là sur tous les films de la collaboration Werner Herzog-Klaus Kinski. Maintenant, on va vous conseiller un film, en vraiment quelques mots, d'un autre film de la carrière d'Herzog, dans lequel ne tourne pas Klaus Kinski. À titre perso, je vous conseillerais Signe de vie, son premier long métrage, que j'avais trouvé vraiment sympa. On est encore sur cet aspect du personnage qui va avoir un espèce de but, qui va s'ennuyer, qui va devenir fou. Il y a vraiment des séquences de fou, le temps est suspendu. On va dire le truc hyper cliché qu'on dit tout le temps quand on parle d'un premier film, ou du moins d'un premier long métrage, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses d'Herzog dedans. Voilà, Signe de vie, c'est vachement bien. Regardez ça quand vous aurez regardé ses meilleurs, même si je pense que c'est un de ses meilleurs. C'est super bien. Moi, du coup, je vais vous recommander L'énigme de Caspar Hauser. Pour résumer en quelques mots, c'est L'enfant sauvage de Truffaut si c'était un bon film. Et voilà, je vous recommande, c'est vachement bien. C'est avec le même acteur d'un autre film que je recommande vite fait, qui est La balade de Bruno, qui est aussi très très bien, de Herzog. Et c'est sur un mec qu'on découvre, il sait pas parler, il sait pas marcher, enfin bref, c'est un enfant, entre guillemets un enfant sauvage, et sur comment on va essayer de le réhabiliter dans la société. Et c'est très très bien. Je vais conseiller Cœur de verre. Non, en vrai, je vais conseiller Grizzly Man, qui est un documentaire, encore une fois, plutôt intéressant de la personne, qui a quelques défauts formels, mais qui est vraiment intéressant dans la relation entre un homme et, du coup, comme le titre l'indique, des grizzlies. Et tu rends toute cette fascination que peut avoir Herzog sur la nature. On la est vraiment visible dans ce documentaire, jusqu'à la finalité même terrible du documentaire. Donc voilà, Grizzly Man. Moi, je vais recommander ce que je considère peut-être être comme son meilleur film, c'est Leçon de ténèbres. Petit documentaire qui fait moins d'1 heure, qui va au fait repasser sur la guerre du Golfe. C'était sur un aspect très particulier de la guerre du Golfe, c'est-à-dire qu'à un moment il y avait des fuites de pétrole. C'est-à-dire que là où il y avait, là on exploitait le pétrole, il n'y avait plus personne et il y a eu des explosions, et donc il y avait des geysers de pétrole enflammés, des espèces de lacs qui imbibaient entièrement sur des kilomètres, des fumées noires qui prenaient tout le ciel. Et là, on va dire la toute première partie du film, assez courte, va revenir un peu sur la guerre et sur les traumatismes de la guerre. Il faut imaginer cette seconde partie avec des images venues d'une autre planète, avec de la musique de Wagner et juste Herzog qui filme tout ça d'un hélicoptère en lisant l'Apocalypse de la Bible. T'as vraiment une espèce de... l'impression de voir des choses qui n'y viennent pas d'ici, au fait. Et c'est l'une des expériences esthétiques les plus belles que j'ai pu avoir expérimentées de toute ma vie, tout simplement. Ok, merci à vous. Et puis sur ces dernières recommandations, et évidemment on vous recommande tous les autres films, malgré notre tiédeur sur certains pour certaines personnes, tous les autres films dont on vient de parler, les 5 films de fiction et le documentaire. Et n'hésitez pas à nous donner votre avis pour ceux qui ont déjà vu les films ou pour ceux qui les verront grâce à nous. On a toujours cette non-humilité de penser que des gens finiront par regarder des films grâce à nous. C'est un petit peu notre ambition, on espère que ça va vous donner envie. Et puis voilà, on se retrouve prochainement pour un autre épisode.